Chers acolytes, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis. On va revenir ensemble sur cette saison 1 de The Acolyte qui n'a pas manqué de faire parler bien entendu. On reviendra sur toutes les questions, toutes les polémiques, l'histoire, les personnages, l'écriture. On va parler d'absolument tout ensemble. Les amis, mon avis... Mais... Oh là là, il est là le jeune. Oh là là, j'en peux plus. Mais t'étais passé où? J'en peux plus, je suis crevé, je suis lessivé les amis. Eh ben écoute, non c'est 6 sur Coruscant. Ah, excuse-moi, j'ai plus l'habitude, non? Tu te doutes bien? Eh ben ça fait plaisir. Ah ben ça fait plaisir. Et écoute, mon R2, il m'a fait n'importe quoi les amis, j'en peux plus. J'ai voulu aller chercher 3000 runs sur Lothal, je me suis retrouvé à aller sur Endor. J'ai fini sur Jakku, j'ai décidé de rentrer parce que j'en avais ras-le-bol. Un problème de Waze R2 du coup. Il y a un peu de ça, donc écoutez, je me suis dit bah autant revenir au Bercail, au moins. Voilà, t'as eu le temps de voir The Acolyte du coup dans le vaisseau? J'ai eu le temps, bah tu te doutes bien. Bon bah ça fait plusieurs mois quand même. Donc... C'est parti, et bah je suis ravi du coup de pas être tout seul les amis. L'équipe de Parlons Star Wars, pardon, j'en bafouille au grand complet. Notre avis sur cette saison 1 de The Acolyte, c'est parti. Bon, par contre, t'aurais pu changer de t-shirt quand même, parce que tu savais pas que... Bon, c'est vrai que t'étais dans le vaisseau, tu pouvais pas savoir. Mais... Je peux pas savoir, les amis, je suis pas censé être là aujourd'hui, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, vraiment, les frères Guignols. Bon, les amis, donc c'est simple. Étant donné qu'on est tous les deux, on va faire ça un petit peu sous forme de débat. Ça sera peut-être un peu plus sympa et on va pouvoir véritablement échanger nos avis. Surtout que... On en a bien entendu parler un petit peu ensemble à travers le transpondeur, hein, bien entendu. Ok, oui. Et on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a plein de sujets de désaccord entre nous. Vous verrez qu'il y en a un qui fustige beaucoup la série et un qui essaye quand même un petit peu de la défendre, tant bien que mal. Donc écoutez, je pense que vous savez un petit peu à peu près la répartition des rôles. Voilà, qui fait quoi. En tout cas, écoutez, on se lance tout de suite dans l'histoire, j'ai envie de te dire. On se fait un petit résumé rapide au final, parce que maintenant qu'on a toutes les réponses aux différentes questions qui étaient posées en début de série, c'est-à-dire le mystère des assassinats des Jedi. Donc des Jedi sont assassinés. Au final, on sait que c'est deux sœurs au destin tragique, j'ai envie de dire, qui du coup vont se séparer. Une va plus ou moins suivre la voie des Jedi et l'autre va être laissée pour morte par les Jedi et donc va se rapprocher bien entendu du côté obscur et donc se venger sur les Jedi présents lors de la catastrophe, la nuit qui a fait tout basculer. C'est une nuit sur Brendok, la planète Brendok, où les Jedi ont donc assassiné la mère Aniseya et tout le clan des sorcières qui étaient les mères un petit peu de Osha et de May. Et donc, va y avoir un chassé-croisé de destin, j'ai envie de dire, avec une May qui était d'abord côté obscur, qui va ensuite, et on en reparlera, rebasculer en pionnière de la justice internationale et intergalactique. C'est ça. Et de l'autre côté, Osha qui bascule de la lumière des Jedi à l'obscurité des Sith ou Chevaliers de Ren, où on va voir, on va en reparler. Bref, donc c'était un petit résumé tout simplement pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et ma première question, Elliot, est-ce que ça t'intéressait cette histoire au final avec toutes ces réponses? Alors, difficile de trancher sur la question et de répondre un oui ou un non. Je dirais que si je prends l'intégralité de la série, je vais dire oui. Ouais. Parce que déjà, en fait, la période déjà m'intéresse. Quand on a appris que cette série allait sortir, on s'est dit waouh, ah ouais, une période inexplorée, on va dire visuellement. On n'a pas eu en tout cas de série ou de film qui remontait aussi loin. Ouais. Donc d'entrée de jeu, en fait, je me suis dit oui, effectivement, ça va m'intéresser. On va parler d'une période donc de l'âge d'or des Jedi, mais on va la suivre probablement du point de vue des Sith. C'est ce qui nous était promis. Voilà, ils ont quand même fait leur communication là-dessus, donc effectivement. Avant la série, et quand la série a démarré, je me suis vraiment dit ça sent bon quand même. On y va, quoi. On va voir ce que ça donne. C'était les espoirs d'un petit peu tout le monde et d'un petit peu toute la fanbase, quoi, d'avoir cette histoire sur une période qu'on connaît pas. Et en plus du point de vue des Sith, c'est clair que ça a hypé tout le monde. Mais ce qu'on se disait, et pour les plus fidèles d'entre vous, notre toute première vidéo quand on a lancé la chaîne, c'était on faisait un récap de tout ce qui nous était annoncé sur l'année 2024 et on parlait de The Acolyte et on disait déjà que c'était en gros
pour refaire notre avis, ce qui ressortait, c'était que c'était la série qui pouvait le plus décevoir en fait. Bah complètement, parce qu'elle était la plus attendue entre guillemets par les fans, donc ça allait être tout blanc ou tout noir. Il n'y allait pas avoir trop de juste milieu dans cette série. Bon, on va voir quand même qu'il y a des avis tranchés. C'est ce que j'essaye moi de défendre depuis le début. Bien sûr. Toutes mes vidéos avis, j'essaie de trouver le juste milieu, mais c'est sûr. Pourtant, je suis pas un net consensuel, tu vois. D'habitude, j'aime bien quand même trancher, avoir un avis, mais je trouve que cette série, elle souffle tellement le chaud et le froid que du coup, il y a des choses très bonnes et ceux qui ont un avis négatif. Alors, l'avantage sur cette série, c'est que j'ai pu parler avec beaucoup d'entre vous en commentaire, ça m'a passionné vraiment. Et il y a des gens qui sont catégoriques en disant. Je les ai lus aussi. J'avais pas beaucoup de réseaux, mais j'ai lu les commentaires aussi. J'ai eu un peu le temps. Et du coup, il y en a qui sont catégoriques, qui trouvent ça mais limite à vomir, et d'autres qui sont très emballés par la série. Voilà. Et j'essaye de faire le pont entre les deux parce que c'est véritablement ce que je pense. Il y a quand même des choses à sauver sur cette série. Mais bon. Ce qui est intéressant, c'est quand on développe des arguments. Et oui, c'est ça qui est super en fait dans les commentaires. Mais il y a du bon et du moins bon en fait. On va y revenir. C'est difficile d'être tranché et de dire cette série c'était vraiment une grosse daube ou de dire j'ai adoré cette série, tout est parfait. Ça serait idiot en fait de réagir, je pense, comme ça. Donc pour revenir à l'histoire, oui, dès que je suis rentré dans la série, effectivement, ça m'intéressait parce que période hyper intéressante. Voilà. Tout de suite, on commence à voir les Jedi. Je me suis dit waouh, quelle classe et tout. Et au fur et à mesure des épisodes, ma hype est descendue parce que en fait, j'ai été déçu. J'ai bien moins accroché à ce que je m'attendais, malheureusement. Je me suis rendu compte qu'il y avait presque, j'exagère un petit peu sur les mots, mais supercherie, parce qu'on nous a vendu encore une fois une série. Carrément. Supercherie. Oh, les escrocs. Du point de vue, en fait, des sites et du côté obscur. Et en fait, non. En fait, on suit quand même l'ordre Jedi. Et on va comprendre que c'est pas tout rose dans l'ordre Jedi. Alors, ça a du bon et du moins bon, mais voilà. Moi, déjà, j'ai pas aimé parce que ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce que j'ai vu, en fait, pendant ces 8 épisodes. Et plus les épisodes avançaient, et malheureusement, plus j'étais déçu, encore une fois, donc... Okay. Donc ouais, l'histoire, bon, t'as intéressé au début, mais t'as lâché un petit peu en cours de route. Ouais, exactement. Ouais. J'ai assez lâché, dû à plusieurs raisons, des personnages auxquels je me suis pas forcément attaché, notamment... on va rentrer dans le détail, justement. Parlons des personnages, vas-y, ouais, bien sûr. Donc parlons peut-être des personnages principaux déjà, Mei et Osha. Qu'est-ce que t'as pensé de ces personnages principaux donc qui sont mis vraiment au centre normalement de l'histoire. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Alors j'en pense que pour moi c'est l'un des gros défauts de la série en fait, Mei et Osha. Pour plusieurs raisons. La première c'est que quand tu crées dans une série ou dans un film un personnage principal où tu ne t'attaches pas à lui, parce que je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de gens comme vous, comme nous, qui sont pas vraiment attachés à ces personnages, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, mais il faut qu'il y ait un petit truc qui fasse que soit tu te reconnais en eux, soit tu les apprécies quand même si c'est pas forcément des gens qui ont un bon fond. Il y a plein de films, il y a plein de séries où ils arrivent à faire ça quand même. Oui. Malheureusement, je trouve que... moi j'ai bien aimé Kimir alors que c'est un méchant. Par exemple. Je trouve qu'on ne s'attache pas à ces filles-là. Je trouve ça triste parce que, bon, effectivement, début de saison, tout de suite, on en a une des deux qui assassine une Jedi. Donc bon, déjà ça, entre guillemets, ça fout un peu les boules parce que pareil, ils ont fait un petit peu leur promo sur Indara sur Carrie-Anne Moss, et en fait tu t'aperçois au bout de 5 minutes qu'elle meurt. Ouais, tu te dis bon, elle va revenir dans des flashbacks, évidemment, on l'a quand même vu, mais tout de suite ça met un peu le ton sur ce personnage, donc tu te dis bon, elle, je vais pas trop forcément l'apprécier. Et malheureusement, sa sœur jumelle, c'est pareil. Au début de la saison, je trouve que elle est assez proche des Jedi, même si elle a effectivement quitté l'ordre Jedi, mais je trouve qu'elle a ce petit côté qui peut être assez attachant en début de saison, du moins. Je parle d'Osha, bien sûr, vous avez compris. Et malheureusement, plus les épisodes vont passer, plus sa trajectoire va naviguer un peu. On sait plus vraiment si elle a la lumière en elle, si elle a l'obscurité. D'ailleurs, son destin est assez incompréhensible, je trouve. À Osha. J'ai envie de te dire que je le comprends même un peu plus, malgré tout, que celui de Mei. Parce que la trajectoire de Mei, alors, rentrons tout de suite dans un des défauts de cette série, c'est l'écriture des personnages et de certains personnages. Mais Mei et Osha, donc, effectivement, Osha, tu le dis, mais Mei qui est donc... c'est-à-dire qu'on nous explique qu'elle a le mal en elle dès petite. Elle est attirée du côté obscur. Dans l'épisode 3, on la voit en train d'essayer de maltraiter un papillon, une sorte de papillon en dessous de l'arbre jaune. Il y a eu plus que ça, même. Ah non, mais c'est le premier élément qu'on voit. Donc c'est pour te dire que elle n'a pas été motivée par
les Jedi et l'assassinat elle a pas attendu l'assassinat de la mère Anicea pour se rapprocher du côté obscur et être un petit peu méchant. Elle était déjà foncièrement mauvaise. Voilà, quelque part. Non mais c'est vrai. Au final, on ne la voit pas non plus au fur et à mesure de la série, et notamment lorsqu'elle est au contact de Sol et qu'elle a été plus ou moins capturée par Sol, on voit pas un révélateur en elle qui la ramènerait plus ou moins du bon côté, pas forcément à, bien entendu, vouloir intégrer l'ordre Jedi et être avec Sol, on a compris que non, mais à la fin, quand même, on finit la trajectoire de Mai à bon, je veux être libre, et d'ailleurs de façon un petit peu incompréhensible cette fin, je veux être libre, donc faites-moi tout oublier, j'accepte, etc. Alors que ce qu'elle voulait, c'était retrouver sa sœur et rester avec elle. Bref, un petit peu incompréhensible au final, voilà. Mais surtout, moi c'est la réplique de Kimir qui dit vas-y, tue Sol, laisse parler ta colère, etc., etc. Et elle qui dit non. Je veux seulement qu'il assume ses actes. Qu'il en réponde devant le Haut Conseil. Le Sénat. La République. Je veux qu'il paye pour ses crimes. Non mais n'importe quoi. En plus, elle sait pas comment est censé être organisé l'ordre Jedi normalement. Elle parle du Haut Conseil, etc., etc. Elle a jamais foutu un pied au temple de Coruscant. Exact. Voilà. Enfin, la seule logique à ce personnage, ça aurait été, elle le tue. Elle a essayé de tuer tous les personnages. Elle a tué Indara, elle a tué Torbin. Oui. Donc, enfin, elle a tué Torbin. Oui. Il s'est suicidé. Oui. Voilà. Ouais. Bon, ça aussi, c'était intéressant. C'était grandiose. Mais non, effectivement, là dans les points négatifs, là on est clairement dans les points négatifs, et là où on se rejoint un petit peu, c'est que les trajectoires de Mai et Osha sont quand même difficilement compréhensible. Après, on peut tout justifier, bien entendu. On pourra absolument tout justifier. Je vous lis en commentaire, hein, je vois les gens qui détestent la série, qui ont des bons arguments pour la détester, et je vois aussi ceux qui la défendent et qui cherchent à argumenter et qui aussi ont de bons arguments pour essayer de la sauver, parce qu'on peut tout argumenter un petit peu sur le comportement. Non mais comme quoi c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà. Donc néanmoins, nous, on a notre avis personnel. Moi, je trouve que l'écriture de ces jumelles-là est pas bonne. Je partage complètement cet avis. Elle est pas aidée, cette écriture, par une actrice qui, je lui ai laissé sa chance jusqu'au dernier épisode, mais que je trouve pas incroyable, honnêtement, en termes de jeu. J'ai pas fait l'école acteur studio, je viens pas d'Hollywood, mais quand je vois avec certains autres personnages... Tu prends Lee Jung-jae. Voilà. Et par exemple. Mani Jacinto, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui jouent donc respectivement Sol et Kimir. Tu vois que c'est des vrais acteurs, quoi. Qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui savent incarner complètement un personnage. Alors, bon, effectivement, elle joue deux personnages qui sont quand même bien distincts, même si c'est censé être la même personne. Mais je peux comprendre que ce soit un défi pour elle, elle qui est une actrice assez jeune, etc. Ça doit pas être évident, effectivement, de rentrer dans une série où on te dit, bon, tu vas jouer deux personnages qui sont des sœurs, mais qui sont à l'opposé, qui ont des motivations un petit peu diverses. Donc je peux comprendre, mais du coup j'ai l'impression qu'elle s'est un peu perdue dans l'acting. Et c'était malheureusement elle a ni bien joué Mai ni bien joué Osha. Après encore une fois ce n'est que mon avis et le tien que tu partages. Elle développe pas de sympathie. C'est ça qu'elle aurait dû. Elle aurait dû justement avec le rôle d'Osha en début de saison. Elle aurait dû jouer à mort le côté sympathique. Au final, je n'avais pas du tout de sympathie pour elle. J'arrivais pas. Je trouvais même Mai un petit peu plus marrante. Tu vois, limite, voilà. Ils ont essayé de rattraper ça avec 2-3 actions sympathiques avec Pip, le petit droïde, mais au final, mais même ça passe rapidement. Non, franchement, ça rattrape pas le personnage de Mai. En fait, la mauvaise écriture des personnages de Mai. Exactement. Donc ça, écoutez, plutôt point négatif de ce côté-là. Je vais quand même compenser avec un point positif sur une écriture de personnage. J'ai adoré l'écriture de Kimir. J'en ai parlé, je crois que c'était après l'épisode 6, dans mon avis de l'épisode 6, où justement là on commence à développer un petit peu sa personnalité, vu qu'il se retrouve tout seul avec Osha sur la planète inconnue. Et donc là il commence à parler de ses motivations, etc. J'ai adoré ce personnage. Effectivement, j'aurais aimé qu'il soit plus développé. Donc c'est un point positif, certes, parce que j'ai aimé le personnage, mais on va revenir sur un point négatif, mine de rien, très vite. C'est que
encore une fois, on l'avait dit pour notre vidéo calendrier, on s'attendait, et c'est ce qui nous avait vendu, une série sur les sites et du point de vue des sites. On commence à développer le point de vue des sites au bout de l'épisode 6 sur une série qui compte 8 épisodes. Donc, moi je veux bien qu'on soit sur la période de la Haute République, que bien entendu les sites sont censés être cachés, donc tu vas avoir plus de Jedi, il y a plus de Jedi dans la galaxie que de Sith, bien entendu. Néanmoins, il nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va voir des sites, etc., etc. Au final, on le voit pas assez. On le voit pas assez. C'est de loin le personnage le plus stylé, le personnage le plus stylé, et au final, on le voit très peu. Moi, je désespère un peu de ça parce que j'ai aimé et je vais défendre un petit peu. Il faut. L'avocat un petit peu est là. Il y a des choses à défendre. Je trouve que une motivation d'un site ou d'un je dis site pour aller vite, bien entendu, mais vous l'avez compris avec cette fin de saison, avec cette fin d'épisode 8, on ne sait pas la nature de Kimir avec toutes les théories qui ont fleuri, on ne sait pas si c'est un site Padawan de Dark Plagueis, on ne sait pas si il a été le Padawan de Dark Plagueis mais il veut s'orienter sur autre chose et il va fonder peut-être le clan des Chevaliers de Rennes. Si c'est encore autre chose, on n'en sait absolument rien. Est-ce que même si ça se trouve Dark Plagueis n'est pas le maître à ce moment-là mais est un apprenti et Kimir est un acolyte et que Osha serait un autre acolyte. Enfin bref, il y a 12 000 possibilités, donc personne n'a la réponse à ce sujet-là. Il faudra attendre une saison 2, ça sera l'objet d'une question future. Là, on va se poser la question, est-ce que tu attends une saison 2 ou pas mais en tout cas, sur l'écriture, le fait d'avoir la motivation d'un méchant et d'un utilisateur du côté obscur qui te dit « je veux quitter un ancien Padawan, du coup, je quitte l'ordre Jedi parce que le dogme qu'il impose fait que tu ne peux pas vivre tes émotions comme il le faut. Moi, j'ai envie de vivre librement et c'est par liberté que du coup, je me rapproche du côté obscur. C'est la première fois, pour moi, dans l'univers, tu prends même les films autour, c'est la première fois qu'on a un méchant aussi, avec des raisons aussi compréhensibles et aussi intéressantes à creuser. Voilà. Alors, bien entendu, il y a Anakin. Oui. Bien entendu, Anakin, c'est le personnage central de la saga, voilà. C'est pour sauver Padmé, etc. Mais lui, je trouve que c'est encore plus, comment dirais-je, intéressant à creuser. Tu vois ce que je veux dire ? Anakin, les choses sont très concrètes et très terre à terre. Lui, c'est même quelque chose de philosophique en fait. Plutôt, c'est un personnage très profond. Voilà. Et on l'a pas assez creusé malheureusement. Non, bah, c'est sûr. Et en plus de ça, il est super bien joué. Ah bah clairement. Donc l'acteur il est top. Je te rejoins complètement. C'est pour moi aussi l'une des grosses qualités, l'une des grosses forces de cette saison 1, du moins. On verra s'il y a une suite. Mais c'est d'autant plus dommage effectivement, et je pense que les scénaristes, la showrunneuse, je pense doit se dire oh là la mince, parce que vu toutes les critiques plutôt élogieuses, malgré que la série soit décriée du personnage de Kimir, je pense qu'ils doivent se dire mais pourquoi on n'a pas axé en fait la série complètement là-dessus, du point de vue du moins de Kimir ou du côté obscur. Donc effectivement j'aurais mis 2 fois plus de côté obscur, j'aurais mis 2 fois moins de côté lumineux. On aurait très bien pu voir les Jedi de temps à autre un petit peu au conseil, etc. Mais ça aurait pas dû être l'objet principal en fait de la série. Je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça. C'est malheureux, mais ils ont voulu beaucoup mettre en avant les personnages de Mei et Osha. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se retrouve un peu permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, parce que c'est des personnages qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Mais c'est ça. On est plus intéressé par ce qui se passe dans l'ordre Jedi, parce qu'en fait, on se rend un peu compte que tout n'est pas tout rose en fait dans l'ordre Jedi. Ça, il y a un point de vue intéressant, même sans trop aller loin, mais ça reste quand même un sujet intéressant. Ouais. Et de l'autre côté, on a envie de voir un petit peu le côté obscur. Pourquoi les sites sont cachés depuis tout ce temps ? Qu'est-ce qui se trame Qui est là à ce moment-là ? C'est-à-dire, est-ce que c'est Plagueis ? C'est ça. Enfin voilà. Là, on se doute quand même que la menace se renforce. Quand Ki-Adi-Mundi dit les sites ont disparu depuis plus de 1000 ans, là, on est à 100 ou 150 ans de la menace fantôme. On est à 100 ans. On s'entend. On se doute que la menace est grandissante et approche. Donc, mettez-nous du point de vue des sites pour vraiment qu'on ressente le danger, qu'on ressente que ça va chauffer pour les Jedi. Et en fait, ils nous mettent en élément central qui est peu intéressant. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que et parce qu'il est pas creusé. C'est ça le problème aussi, c'est que si l'idée était de faire une connexion avec les films, de te dire, c'est une des théories que j'avais
tout de suite émise au bout des 3 premiers épisodes. J'avais fait un avis sur les 3 premiers épisodes et j'avais dit ce qui serait intéressant, ce serait que les jumelles soient issues de, bien entendu, la Force et créées par Dark Plagueis pour former une dyade. Et donc, ça pour le coup, bon, j'avais pas inventé l'eau chaude, tout le monde avait pouvait imaginer ça également. Et du coup, ça ramenait à l'épisode 3 et ce que disait Palpatine à Anakin, avec l'idée de Dark Plagueis qui savait contrôler les midi-chloriens et donc créer la vie, et protéger également les gens de la mort. Est-ce que c'est pas l'élément central, c'est-à-dire il aurait créé la vie et donc on le verrait grâce à la création des jumelles, mais également que ça pourrait lui donner l'invincibilité, le pouvoir de 2 pourrait lui donner l'invincibilité, étant donné le fait que quand on voit Palpatine dans l'épisode 9 qui se régénère dû à la dyade entre Ben Solo et Rey, j'allais dire Rey Skywalker, et Rey Palpatine, et du coup ça pourrait être l'élément central au final qui expliquerait toute cette tirade de Palpatine. Donc je trouve ça quand même intéressant de vouloir faire une connexion à l'épisode 3, à l'épisode 9, surtout pour toutes les critiques qui disent oui, ça respecte pas Star Wars, etc., etc. Non, sur certains aspects, ça respecte beaucoup Star Wars. Après, les réponses qui nous sont apportées peuvent nous déplaire. Oui, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas forcément d'incohérence sur cet aspect-là des choses. Par contre, en parlant d'incohérence, on va basculer peut-être sur l'écriture des Jedi. Alors, je sais que toi, tu as un maître Jedi que tu as adoré dans la série, c'est Maître Saul. Bon, peut-être, vas-y, fais ta déclaration d'amour peut-être d'abord, et puis ensuite on en parle. Donc là, c'est mon moment, là. C'est ton moment, vas-y. Alors en fait, il faut savoir que déjà, je suis un amoureux de Qui-Gon Jinn. C'est mon personnage, je l'ai déjà peut-être dit dans d'anciennes vidéos. Mais j'adore ce personnage de Qui-Gon qui est profond, qui a la lumière profondément en lui, mais cependant qui est dans bien sûr le dogme Jedi, mais qui a quand même ses libertés, si je puis dire. Liberté avec un L minuscule, parce qu'on suit quand même l'ordre Jedi. Et en fait, c'est la première fois dans une série, du moins une création Star Wars, que j'ai ressenti qu'il y avait un bout de Qui-Gon dans un personnage. Et je l'ai ressenti en fait chez Maître Saul. J'ai ressenti à la fois ce respect profond des institutions. On l'a tout de suite vu dans les premiers épisodes quand en fait, je suis tombé amoureux de ce personnage quand je l'ai vu tout de suite au temple en train de donner le cours aux jeunes Jedi. En fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les trailers, bien sûr. Mais déjà, je trouvais ça très classe. Je trouve en plus de ça cet acteur très bon et très classe. Donc ça a renforcé l'immersion et l'amour que j'ai pour ce personnage. Et au fur et à mesure des épisodes, malgré que il y a une écriture à revoir sur ce personnage, et ça, j'imagine, c'est ce que tu vas aborder ensuite. J'ai aimé le fait que tu ressentes que ce soit, mais c'est par son très bon jeu d'acting aussi, que tu ressentes sa profonde émotion, qui développe aussi un amour effectivement peut-être abusé pour Rocha, et ça va d'ailleurs il va se perdre avec cet amour pour Rocha. Mais j'ai aimé que ce soit un personnage très profond, très très à fleur de peau en fait. Et voilà. Si je devais dire de manière assez générale, c'est la première chose qui m'a plu en fait avec Saul. Moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est-à-dire que j'aime l'acteur, comme toi. J'ai beaucoup aimé aussi en début de saison quand avec les interviews il nous dit que son modèle, enfin ce qui l'a inspiré, un peu son inspiration sur le personnage, c'est Qui-Gon Jinn. Oui, certes, ça se ressent tout de suite, mais après le problème, est-ce qu'il vient de lui ou est-ce qu'il vient de l'écriture? En l'occurrence, je pense qu'il vient beaucoup plus de l'écriture. Le problème, et ça va se généraliser avec les Jedi, mais Saul c'est un peu l'illustration de ça, c'est que le message principal de cette série, et on va revenir là-dessus aussi, c'est qu'elle a voulu, donc la showrunneuse Leslie Headland, a voulu en fait nous réécrire un petit peu les Jedi. Et je pense que c'est le point le plus problématique. Déjà, c'est couillu. C'est couillu. C'est couillu. Ouais. Elle a vraiment, et je pense à mon avis que c'est vraiment le point le plus problématique. Et après, on peut aimer ça ou on peut ne pas aimer. Mais pour moi, alors je vais pas parler d'incohérence, mais en tout cas, de tout ce qui nous est montré dans notamment la prélogie, puisque c'est là qu'on voit le plus le fonctionnement de l'ordre Jedi. Je parlerai pas de la trilogie originale, quoique on pourra en parler quand même un petit peu. Mais en tout cas, sur le fonctionnement de la prélogie et donc de Maître Qui-Gon, ok, Qui-Gon, il se prend un peu d'affection pour Anakin.
mais c'est pas pour rien. Déjà, il sent que c'est l'élu de la force, celui qui apportera l'équilibre, etc. Donc ça ça peut te motiver un peu plus à peut-être faire le forcing, par exemple pour qui rentre en initiation, qui devienne un padawan, etc., etc. Alors je te rappelle que c'est quand même pas la première fois qu'il a défié le conseil, comme nous le dit Obi-Wan. Oui, d'accord. Bon. Mais cela dit, tu as raison, c'est un bon motif, c'est une bonne justification pour s'accrocher à Anakin et le ramener et aller défier le temple. Et il y a une différence en plus entre défier le temple et mentir au temple pour arriver à ses fins. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que on n'a jamais vu un Jedi comme ça. C'est-à-dire que Qui-Gon, malgré le fait qu'il s'attache, etc., il distille ses conseils à Anakin durant tout l'épisode 1 pour la course de module, pour tout ça, avec des grandes phrases, un air un petit peu de supériorité même, mais supériorité morale, j'entends, mais que peuvent représenter absolument tous les Jedi qu'on voit dans la prélogie. Ils sont tous, ils se jettent pas, ils sont tous réfléchis, patients, tout ce qu'indique l'ordre Jedi. La Sol, c'est complètement l'inverse. T'as l'impression il passe son temps à gueuler dans la série, je suis désolé. Mais Osha, machin, etc. Tu voyais pas de maître Jedi. C'est pas ces moments-là que j'ai préféré de ça. Ouais, non, mais en soi, c'est même pas l'acteur là que réprimande, c'est plus l'écriture. Bien sûr. Et donc du coup, je trouve que là, il y a une vraie. Je parlerai pas d'incohérence, mais en tout cas de réécriture, parce qu'elle va jusqu'au bout de son idée. C'est-à-dire qu'après l'épisode 7, moi vraiment, j'avais tiré à boulet rouge sur l'écriture des Jedi en disant, mais en fait, elle ne voulait que les Jedi se basent sur leurs émotions. Or, ça rentre en totale contradiction avec les principes de l'ordre. Ah, c'est sûr. Donc ne pas succomber à la peur, la tristesse, toutes les émotions, la colère, etc. Et au final, on ne les voit que réagir par rapport à leurs émotions. C'est ça. Et elle enfonce le clou dans l'épisode 8 avec le fameux discours du sénateur Rayancourt qui lui dit mais vous de toute façon les Jedi vous faites croire que vous ne devez pas vous baser sur vos émotions pour contrôler vos actions et puis faire fi de vos émotions et au final vous allez voir, vous allez craquer, etc., et vous êtes des donneurs de leçons, mais en fait vous agissez envers vos émotions. Et en fait l'écriture qu'elle fait des Jedi, Leslie Headland, ça va valider totalement le discours de Rayancourt. Surtout que Vernestra dit non, et au final, dans les minutes qui suivent, elle donne complètement raison au sénateur. Donc très étonnant. Encore une fois, effectivement, c'est fou. Ça paraît même fou parce que c'est encore une fois l'ordre Jedi. C'est la base, c'est l'une des bases de Star Wars, c'est l'un des fondements de Star Wars. Oui, mais après t'as des gens qui vont aimer. C'est-à-dire que moi, j'en vois certains d'entre vous et vraiment, je vous jette pas la pierre, pas du tout. Je vois qui disent, mais si ça les rend plus humains, tu vois ce que je veux dire? De là à dire que ce ne sont pas des êtres parfaits, je l'entends. Et effectivement, tout le monde peut fauter, tout le monde peut commettre des erreurs. Les Jedi aussi, les premiers. Je suis d'accord là-dessus. Mais de là, effectivement, à réécrire, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, à gueuler un peu à droite à gauche, à mentir, mais à mentir vraiment pour des raisons en plus qui ne sont même pas évidentes. C'est ça le plus gros problème. Parce que tu parlais de mensonge par omission. Voilà. Tu développes ça si tu le souhaites. Continue. Okay. Mais juste, je fais un point parce que justement, l'argument qui peut être opposé, c'est le fait qu'effectivement Yoda et Luke, là on va parler de la trilogie originale du coup, Yoda et Obi-Wan, mentent à Luke sur la véritable identité de Dark Vador. C'est ça. Le fait que, bien entendu, il soit le père. Donc on a déjà vu des Jedi mentir. Néanmoins, c'est un mensonge par omission, on va dire, et encore, ce n'est pas un mensonge d'un certain point de vue, étant donné que Obi-Wan lui dit que ton père, l'homme de bien qui était ton père, est mort. Donc je n'ai pas véritablement menti. Néanmoins, on peut quand même considérer ça comme un mensonge. Et du coup, ce qu'on peut se dire, pour défendre ça quand même, c'est que le sort de la galaxie était en jeu. Il y avait plus que Luke pour pouvoir défier Dark Vador et pouvoir justement ramener l'équilibre dans la force, j'ai envie de dire, ou tout du moins faire triompher le bien au détriment du mal. C'est quand même un autre enjeu que mentir au temple, et donc les Jedi partent dans cette direction sur Brendok. Donc les Jedi mentent pour que Osha en fait ait le droit à avoir sa vie de rêve. Donc en gros de pouvoir réaliser le rêve d'Osha de devenir chevalier de Jedi. Tu me permets de froncer les sourcils? Oui, là, froncement de sourcils, double, et attends, bouge pas, le double froncement de sourcils arrive. Ensuite, c'est notre ami Vernestra qui ment
à tout le monde, à tous les sénateurs, ça c'est une des dernières scènes de l'épisode 8, pour justement... Le clou du spectacle. Le clou du spectacle, pour uniquement, en fait c'est une basse manœuvre politicienne où elle va mentir pour que l'ordre Jedi garde son indépendance par rapport au Sénat qui veut mettre un peu plus le nez dans les affaires des Jedi. Donc vous allez pas me justifier le fait qu'un mensonge comme ça, qui est une basse manœuvre politicienne de Vernestra, équivaut au mensonge d'Obi-Wan et de Yoda qui mentent à Luke Skywalker pour sauver la galaxie. C'est quand même totalement différent. Donc s'appuyer là-dessus pour dire mais si les Jedi ils mentent, voilà, non c'est faux, on ne l'a jamais vu. Après on peut apprécier ça, encore une fois, mais pour moi par contre c'est une réécriture. Donc moi clairement je vous le dis, je n'aime pas ça. Et c'est le point qui me dérange mais le plus parce que nous qui avons grandi avec la prélogie, pour nous c'est vraiment, les Jedi sont des figures morales, des figures d'autorité qui justement, on a grandi avec ça. Je sais pas si vous avez à peu près nos âges et vous avez grandi avec la prélogie, mais on a grandi avec ces principes-là. Ça a forgé aussi notre personnalité. Et là, du coup, de vouloir revenir en arrière totalement par rapport à ça, j'ai détesté. C'est ce que j'ai le plus détesté dans la série. On parlait de respect un petit peu de l'univers, respect du lore. Parlons peut-être justement de la création des jumelles. Alors j'en ai un petit peu parlé, mais toi qu'est-ce que t'en penses de cette idée de création des jumelles, de manipulation de la force? Elles ne font qu'un, ce n'est qu'une seule et même personne en fait, Osha et May, et qui a été divisée en deux. Donc le fait qu'on parle éventuellement de dyade dans les théories, le fait que peut-être Dark Plagueis est derrière tout ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors encore une fois, en fait, je trouve sur le principe que c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, ça a l'air de respecter le lore. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, ça respecte le lore. Je trouve ça juste dommage qu'on nous en montre pas plus tout de suite dans cette saison 1. C'est un problème un peu récurrent. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur ce sujet, mais j'en ai marre que les séries Disney, en saison 1, ce soit juste là pour te montrer un petit peu les principes de ce que vont être cette série. Non, j'ai envie de leur dire. Un teaser. Je commence à en avoir marre. En plus, là, on a eu une série, je pense, là, c'est la série Star Wars où il y a eu le moins de minutes au cumulé sur les 8 épisodes. Parce que c'est le calcul, je pense, c'était 30 à 35 minutes. Ouais, 35 minutes, si t'enlèves en plus les génériques, les introductions et puis le générique de fin qui dure bien 5 minutes. Donc, en fait, je pense que c'est une super idée. Sur le principe, que même moi je n'ai pas vu venir, je suis peut-être un peu naïf, mais c'est toi qui as commencé à m'en parler, c'était une très bonne théorie que tu avais, et après les théories ont commencé effectivement à monter sur attends, est-ce que c'est la dyade, ça va renvoyer en plus à la trilogie, à la post-logie, qui elle aussi a pas séduit tous les fans, donc c'était un bon moyen de rebondir, de se dire ah ouais en fait c'est connecté, on a la série la plus ancienne qui va connecter au film le plus loin dans la chronologie. C'est ça. Super idée. Malheureusement, encore une fois, pourquoi introduire le personnage de Dark Plagueis dans un petit teaser de 3 secondes, très classe cela dit, moi j'ai bien aimé, mais un peu inutile. Pourquoi ne pas tout de suite en fait, et ça revient un peu au sujet de départ, si on avait suivi le côté obscur depuis le début, je pense qu'on aurait eu le temps de développer ça, on aurait peut-être eu le temps d'expliquer le coup de la dyade. Moi j'aurais démarré la série tout de suite comme ça. J'aurais pas entretenu un mystère un peu là-dessus. Je trouve ça dommage en fait. Déjà que les personnages sont pas très attachants, si en plus de ça tu leur donnes pas leur chance en termes de background un peu, de comprendre, de les comprendre un petit peu, t'as du mal à comprendre leur motivation et en plus de ça je sais pas, c'est mal amené. Je pense que l'idée de fond est bonne. Si en tout cas c'est ça qui est développé, là, le coup de la dyade. En tout cas, on comprend que c'est qu'une seule et même personne, du coup. À voir dans une saison 2 s'il développe parfaitement sur ce sujet. Mais pareil, je suis un peu comme la plupart des sujets sur la série. Je pense qu'il y a du bon, mais c'est tellement gâché. Franchement, c'est... Voilà, je suis peut-être un peu dur, mais... non, mais il faut savoir être dur de temps en temps. Faut surtout te dire ce que tu dises ce que tu penses. C'est intéressant. Mais en tout cas, pas d'incohérence. Parce que ce que j'aimerais qu'on fasse là un petit peu, c'est le point quand même là, un petit point sur les incohérences. Effectivement, là, c'est pas incohérent. Non, c'est pas incohérent. Mais je trouve qu'il y a une trop grosse absence de réponse. Mais du coup, pas donner de réponse, c'est pas une incohérence non plus. Voilà, en fait, c'est-à-dire que tu peux pas faire d'incohérence si tu réponds pas. C'est ça. Donc en fait, j'ai envie de leur dire, les gars, tu prends pas de risque. Tu prends pas de risque. Vous avez écrit un scénario. C'est dommage quand même de pas nous donner plus de réponses sur ce sujet. Clairement, là-dessus, je voulais parler de la création des jumelles, mais on en a déjà pas mal parlé. Mais là, on parlait de Dark Plagueis. On finit quand même la saison. Ouais. On ne sait toujours pas la nature de Kimir.
C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un Sith, on ne sait pas si c'est un chevalier de Ren, si c'est autre chose. Là, clairement, alors que c'était une série soi-disant sur les Sith, on n'a aucune réponse sur les Sith. La seule réponse qu'on a, sur les Sith. La seule réponse qu'on a, c'est que les Jedi sont des salauds. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Non, mais je plaisante. Non, mais en tout cas, sur les Sith, la seule réponse qu'on a, c'est que Dark Plagueis n'aime pas trop le soleil et qui reste dans la grotte. Non, après, mais on sait même pas du coup si Kimir sait que Dark Plagueis est dans la grotte. On se doute que oui, mais du coup, est-ce que ils sont vraiment ensemble, tu vois, et ils sont comme apprentis et comme maîtres. Enfin voilà, c'est le problème. C'est que pas de réponse. Du coup, sans réponse claire. Du coup, effectivement, tu prends aucun risque. C'est ça qui effectivement, me dérange le plus. Mais non, pour répondre à ta question, pour le moment, pas d'incohérence sur ce sujet du moins. Ouais. Et en termes d'incohérence, pas d'incohérence du coup sur l'existence des Sith et la fameuse phrase que tout le monde avait été monté sur ses grands chevaux en disant oh là là, incohérence totale avec la phrase de Ki-Adi-Mundi, les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. Il y a 12 000 explications possibles. C'est-à-dire que déjà, plus personne n'est en vie ou dans l'ordre Jedi pour prévenir l'ordre Jedi du fait que y a des Sith et tout. Même Vernestra, qui est la seule qui était en connexion avec Sol et tout, elle était pas donc Kimir était son padawan, c'est ce qu'on apprend, etc., etc. Mais bon, il a basculé, mais on sait pas vers quoi. Elle ne sait pas vers quoi. Donc voilà. Peut-être qu'elle le sait et qu'elle ment. À tout le monde. Encore une fois, de toute façon. Donc là, c'est la menteuse compulsive, quoi. C'est vraiment. Non, je peux pas croire qu'ils en aient fait une menteuse à ce point-là. Bon, méfiance. Méfiance. Si les Jedi sont devenus méchants, au final. Bon, bref. Non, on exagère. Non. Mais ouais, du coup, pas d'incohérence là-dessus. Il y a 12 000 explications et encore une fois, comme il n'y a pas de réponse précise. Ce qui m'a un petit peu aussi dérangé, je rejoins ce que tu dis, mais on nous vend la série autour d'un mystère, des choses très mystérieuses, etc. Malheureusement, au bout de l'épisode 2 ou 3, on comprend que Maître Sol, un petit peu, peut-être un peu plus, parce que c'est l'épisode où il y a le massacre en fait des Jedi, un petit peu l'épisode 3. Voilà, c'est le 3. Non, c'est le 3. Ouais, le flashback, le premier flashback. Oui, c'est l'épisode 3. Ah ouais, voilà. À partir de là, donc quand je dirais un quart ou un tiers de la série, en fait, on comprend que Maître Sol va pas survivre. Ah bon? Moi, ça m'a posé un problème. Tu t'es dit ça? Bien sûr, on en a parlé. On s'est dit, à partir du moment où tous les Jedi vont mourir comme ça. Ki-Adi-Mundi, s'il y a plus que Maître Sol entre guillemets qui est là. Ou alors il basculait du côté obscur. C'était les deux options. Ouais, mais ça, c'est fou. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça parce que ça aurait été catastrophique. Mais moi, je suis désolé, rappelle-toi, et je pense qu'on n'est pas les seuls à se l'être dit, Maître Sol va pas pouvoir s'en sortir. Ouais. Et ça m'a aussi un peu dérangé parce que tout de suite, en plus c'est un personnage que j'affectionne, je me suis dit on va pas survivre à la fin de l'épisode. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Parce que quand tu regardes Rogue One, tu regardes le début de Rogue One, tu te dis, bon, il y en a aucun qui va survivre. Franchement, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. Non mais t'as peut-être l'espoir, mais du coup, c'est le fait que tu te dises ils vont tous mourir, c'est pas ça qui va t'empêcher d'apprécier le film ou d'apprécier la série. C'est sûr. Donc du coup, moi je m'étais dit il y a très peu de chances pour qu'ils s'en sortent, mais du coup écoute, c'est pas très grave. Mais on a perdu 10 de retrouver. J'ai envie et de en dire. plus, ils sont nombreux les Jedi. Du coup, alors par contre. Autre point, c'est l'écriture des Jedi et donc le respect du code des Jedi. Oui. Donc moi je me suis longuement expliqué là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Le fait justement que on nous montre dans la prélogie et dans les films des Jedi qui sont des modèles de vertu et voilà. Et là, on a une série qui t'explique qu'au final, ce modèle de vertu, ce n'est que de l'apparence et de la parole, et qu'au final, les Jedi se comportent comme n'importe qui, et quitte à se comporter limite comme Kimir par exemple, qui veut vivre librement. Et c'est ce que j'avais pointé, c'est une incohérence même au sein même du propos de la série, au-delà même de l'univers. Tu mets une motivation à ton méchant de vouloir vivre librement ses émotions, et au final tu mets des Jedi qui font fi du code Jedi pour vivre aussi leurs émotions, et quitte à mentir pour arriver à leur fin. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Non, mais ça m'a complètement dérangé. Voilà, encore une fois, c'est des choses, nous, comme tu le disais, on a grandi avec la prélogie, on commence à connaître les codes Jedi, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Faut pas oublier quand même que les Jedi, ce sont les gardiens de la galaxie.
peux pas faire un jeu de mots avec un autre film, cela dit, mais c'est les gardiens de la paix, les gardiens de la galaxie, donc tu ne peux pas imaginer des scènes comme on a vu dans l'épisode, je sais plus, 6 ou 7, où Maître Sol et Indara, ils ont failli se foutre sur la tronche. Ouais. Ça paraît complètement stupide. Ça, c'est dingue. Et quand tu aimes Star Wars, j'imagine que Leslie Headland aime Star Wars, c'est pas possible qu'ils aient fichu entre les mains de Leslie Headland le scénario d'une série aussi importante si elle aime pas Star Wars. Oui, on n'a pas envie de dire il y a les vrais fans. Je n'aime pas dire ça, les vrais fans, des faux fans. Tout le monde aime Star Wars avec son rythme, avec son rythme de visionnage. Tu peux avoir vu tous les films qu'une seule fois et tu peux être fan de Star Wars, il n'y a pas de honte. Mais cela dit, oui, je trouve que c'est complètement incohérent. Le mot, vraiment, il est pas du tout galvaudé. Tu peux l'utiliser parce que on l'a vu dans assez de films, dans toute la prélogie, même sur la formation de Ben à Luke et de Yoda à Luke. On nous explique quand même exactement quels sont les codes, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Là, je suis désolé, en très peu de temps, tout ça, elle a envoyé ça valdinguer. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est le plus gros défaut de la série. Et c'est presque un manque de respect, franchement. Moi, je suis prêt à aller jusque-là. Hein. Non, là, je suis d'accord avec toi. Et j'ai hâte sur ce point-là précis, les amis, j'ai hâte vraiment d'avoir votre avis sur la perception qui est donnée des Jedi dans cette série par rapport à ce qu'on voit dans les films. Si jamais, et ce qui m'intéresserait encore plus, alors si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le dire, hein, ça fait toujours plaisir. Mais si jamais vous êtes en désaccord complet avec nous, n'hésitez pas à le dire et à le justifier. Vraiment, ça m'intéresse qu'on puisse en débattre en commentaire et on en débattra. Vous le voyez, hein, pour tous ceux qui laissent des commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Alors, je réponds à tout le monde pour le moment. J'ai répondu à quasi tout le monde. Après, vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est génial. Donc, des fois, je mets un peu plus de temps à répondre. Voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde. C'est le but de Parlons Star Wars, c'est justement de pouvoir débattre tous ensemble. Donc, n'hésitez pas, sur ce point précis, à revenir vers nous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais. Autre petit point qui a posé problème à certains, et on est sur cet épisode 8. Encore j'ai envie de dire, on a attendu une saison complète pour pouvoir véritablement se prononcer sur cette série, parce que tout se passe dans cet épisode 8. D'ailleurs, je vais peut-être en reparler dans mon avis global, etc. Mais cette qualité d'épisode 8, alors, il y a des réponses qu'on aime ou qu'on n'aime pas les réponses. L'épisode 8 est vachement mieux qu'énormément d'épisodes, mais sur tous les aspects. Costumes, décors, effets spéciaux, etc. Il y a une inégalité dans cette série qui est incroyable. Enfin bref, on va en reparler après. Mais je voulais revenir sur le point du Crystal Kyber. La fameuse scène du Crystal Kyber avec Osha qui s'empare du sabre laser, de Maître Sol, et donc qui, effectivement, va faire ce que fait Vador un petit peu, c'est le move à la Vador, on va dire, d'exploser de serrer la trachée via la force de Maître Sol. On voit du coup, et j'ai trouvé ça assez bien fait esthétiquement déjà. Après on peut se poser la question de si on aime ou pas, mais esthétiquement, ça fait quand même le sabre laser est monté rouge, il a fait j'hésite. Avant ça, tu vois le cristal devenir un peu rouge. Voilà, et donc on parle du saignement de Crystal Kyber. Et il y en a certains qui sont un peu tombés de leur chaise, ceux qui sont pas des fans non plus hardcore ou qui ne lisent pas forcément les romans, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qui a été installé dans l'univers canon, parce que dans Legends, il y avait d'autres explications sur les couleurs de sabre laser. En tout cas, sur le canon, c'est le fait de faire saigner un cristal Kyber qui normalement donne des lumières bleues, jaunes, verts, voilà, et qui au final deviennent rouges avec l'action du côté obscur, en tout cas l'influence du côté obscur par le porteur du sabre. Bon, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette scène. J'ai trouvé très bien faite esthétiquement. Le rouge-bleu, oui, le fait que ça prenne un peu de temps pour que ça... Bon, c'est une écriture comme une autre. De toute façon, on ne l'a jamais vu en live action. Tu vois, je parlais de liberté créative tout à l'heure. Ça m'a pas du tout dérangé, bien sûr. Tout ce qui est sur l'ordre Jedi, là, c'était problématique. Mais ça, effectivement, on l'a pas vu. La scène est très très stylée. Alors moi, je vous avoue que cette scène se passe juste après la mort de Maître Sol.
que je trouve bidon, mais encore une fois, ça ce n'est que mon avis, mais du coup j'ai eu beaucoup de mal en plus, vu que c'était juste après cette scène, en fait j'étais tellement un peu énervé intérieurement. De la façon dont il meurt. De la façon dont il meurt, que j'ai pas croustillé peut-être à sa juste valeur cette scène où la lame change, parce que ça intervient juste après. Néanmoins, je trouve que c'est cohérent, complètement, parce que c'est quelque chose dont on avait déjà entendu. Attention toutefois, parce qu'effectivement, probablement que les gens en ont parlé sur internet, on en a un petit peu parlé. Ne pas oublier la scène d'Anakin dans la prélogie où, bien sûr, il massacre les jeunes Jedi, qu'il a complètement basculé. Donc là tu te dis ok, mais pourquoi il les a pas pourquoi le sabre est pas devenu rouge à ce moment-là? Alors apparemment il y a déjà plusieurs explications. Non, c'est pas ça, c'est que quand on a parlé, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, vous doutez bien, et du coup moi ce que je disais à Elliot, je disais t'auras toujours moyen de justifier le fait déjà qu'Anakin par exemple a toujours du bon en lui, mine de rien, et que la finalité des choses c'est qu'effectivement il revient du bon côté. Là peut-être que Osha, son esprit est définitivement consumé par le côté obscur. Anakin lui au final n'agit comme ça, et en plus il agit pas avec détermination, il agit, tu sens bien qu'il le fait à contre-cœur parce qu'il a une larme, il pleure en le faisant, alors que Osha elle est déterminée, tu vois qu'elle est déterre à le tuer, elle a la possibilité de le relâcher. Et d'avoir la grandeur d'âme de May qui veut traduire Sol devant le Conseil Jedi et la justice intergalactique. Bref, quand je repense à ce discours-là, il est incroyable. Alors, paraîtrait-il aussi qu'elle a touché le cristal Kyber? Ce qui fait que vu qu'il y a eu un contact physique avec le cristal, ça expliquerait que... Oui, parce que le cristal, il est bizarrement disposé sur le sable de Sol, j'ai l'impression. Ou est-ce que c'est parce que oui, effectivement, il sort un petit peu Elle l'aurait effleuré ou touché, ce qui ferait que... c'est ça qui... Il y a ce contact qui... je sais pas si c'est l'explication rationnelle. Enfin, c'est peut-être la plus rationnelle de toutes d'ailleurs. Mais l'explication théorique que tu as me convient aussi. Après, on a touché une part de bon en nous. Ouais. Donc, non, après, mais après, les sites, c'est les sites, on est dans un univers manichéen. Donc, Palpatine est mauvais. La part de bon de Palpatine, on va difficilement la trouver, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, t'es définitivement consumé par le côté obscur. Si tu pars là-dessus, c'est que Osha, elle est définitivement consumée. Et puis voilà. Ce qui rentrerait en contradiction avec ça, c'est si il y a, au plus grand bonheur de certains, pour le plus grand bonheur de certains, je le sais, 3 ou 4 saisons de The Acolyte. Bien sûr. Elle rebascule du bon côté. Oui. Et à ce moment-là, on aimerait bien une petite inversion de couleur de sabre aussi. C'est possible. Ah oui, ça revient, ça redevient bleu. Ça redevient bleu. Ouais, bon. Je sais pas. En tout cas, il y a toujours moyen de justifier ces choses-là. Néanmoins, esthétiquement, j'ai trouvé ça joli. C'est quand même une bonne explication. Moi, je trouve une explication très intéressante. Ce coup des cristaux qui saignent. Moi, j'aime bien. Donc non, ça. Je suis d'accord. Avec un peu de recul, maintenant que j'ai pu digérer, on va dire, la mort de Maître Sol. À son âme et il ne fait plus qu'un avec la force, et du coup oui, avec un peu de recul, je trouve que la scène était plutôt bien fichue, et c'est une bonne idée. C'est bien de l'avoir développé dans une série, comme ça au moins il y a une explication. On pourra dire ok, on comprend maintenant comment fonctionne, comment un cristal Kyber devient rouge, du moins comment un sabre laser devient rouge, donc pourquoi pas, c'était bien. En ce qui concerne le lore, et pour clôturer cette page un peu incohérence, respect du lore, etc., on a quelques aspects. Alors nous en plus on n'est pas des grands maîtres du Legends Star Wars, mais ils ajoutent quelques éléments comme par exemple le cortosis, donc le fameux matériau qui perturbe les sabres laser et qui du coup est utilisé pour la fabrication du casque de Kimir. C'était super intéressant parce que c'est quelque chose qui vient du Legends, qui avait été introduit dans un roman dans le canon, et donc là d'en avoir directement l'utilisation, c'était intéressant d'une part parce que c'est original, premièrement, et deuxièmement parce que ça respecte en plus le lore. Tu utilises quelque chose qui existe dans le lore, donc pour tous ceux qui disent que les gens qui font ce genre de série ne connaissent pas Star Wars ou etc. Non, faut arrêter, les amis, faut arrêter. Ce sont des gens qui connaissent Star Wars, qui font ces séries, ou en tout cas, c'est pas Leslie Edland peut-être qui a sorti cette idée-là, bien entendu. C'est peut-être une personne du Story Group, etc., de Lucasfilm, bien entendu. Mais on peut pas dire qu'ils connaissent pas l'univers, et ça le prouve bien. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le peu de romans de la Nouvelle République que j'ai lu, c'est-à-dire le premier,
La lumière des Jedi. Il nous est fait mention, et je me souvenais plus du tout de ça dans ce premier livre, mais qu'effectivement, alors par contre, je me souvenais que le livre démarre avec une catastrophe de l'hyperespace. On vous spoil rien, vraiment, n'hésitez pas. Surtout ce premier roman, moi je l'ai trouvé très bon, et très bon si vous voulez commencer la période de la Haute République. De toute façon, c'est le premier à lire, La Lumière des Jedi. Et c'est peut-être le meilleur. Ouais, bah donc, écoute, là j'ai pas de point de comparaison, donc je vais rien dire. Mais on nous parle d'une catastrophe, c'est le début du livre. On nous parle d'une catastrophe dans l'hyperespace. Je vous en dis pas plus. Et effectivement, apparemment, la planète Brendok serait citée. D'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que Brendok n'avait plus d'habitants et que au final, les sorcières sont venues s'installer là-bas, etc. Bon, intéressant. Et du coup, encore une fois, une connexion au lore et une bonne utilisation du lore, donc ça c'est bien. Il y avait plein d'autres aspects, je vais pas tous les faire. Ça, je trouve que c'était les deux principaux. Non, plutôt bien. Moi, je suis juste un petit peu dubitatif, si vous me permettez l'expression, sur l'utilisation du Cortosis, parce que c'est quelque chose quand même d'extrêmement puissant. Tu te rends compte quand même que c'est une arme assez puissante quand même pour affronter des Jedi, entre autres. Pourquoi dans son duel final, Kimir n'utilise pas le Cortosis face à Maître Sol, sachant qu'il est dominé tout le combat, même si Sol bouge vraiment beaucoup plus que Maître Sol, mais c'est normal et c'est encore une fois les combats, on va sûrement en parler un petit peu plus longtemps, mais Maître Sol est sur la défensive, comme les Jedi ont toujours été sur la défensive lors des combats. C'est pour ça que Kimir gesticule plus. En apparence, on a l'impression que Kimir contrôle le combat, mais c'est totalement Maître Sol qui domine ce combat au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi Kimir n'utilise pas cet atout qui aurait pu lui permettre de faire la différence plus tôt dans le combat. Bah justement, transition toute trouvée, c'est parfait. On va s'attarder un petit peu sur la direction artistique de la série. Toute l'image et le son, j'ai envie de dire. Décors, costumes, effets spéciaux. Est-ce que pour toi, c'est plutôt un bon point sur cette série? Qu'est-ce que tu pourrais dire? T'as des bémols à mettre? Déjà, parlons de l'image. On parlera de la musique peut-être après. Oui, bien Parlons sûr. de l'image. Alors l'image, je vais commencer par les costumes parce que c'est quelque chose qu'on avait pas mal abordé. Encore une fois, on se fait un peu d'auto-promo. On en avait quand même pas mal parlé. Ça fait toujours du bien, tu sais. Bien sûr. Et dans notre vidéo, donc calendrier 2024, comme elle s'appelle, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où lorsqu'on a abordé The Acolyte, on avait de grosses attentes sur le visuel, sur les effets spéciaux notamment, et aussi sur les costumes, parce qu'on est à l'âge d'or des Jedi, on s'attendait à avoir des tenues de Jedi très clinquantes, beaucoup de dorures, beaucoup de blanc, voilà, des couleurs qui pètent, où tu sens que ça respire. Alors je comprends que les Jedi, mine de rien, les Jedi se contentent de peu, ça reste des êtres extrêmement simples, donc ça peut se justifier là-dessus, ce bémol que je vais aborder, mais effectivement, j'ai trouvé que ça manquait d'inspiration dans les costumes. Ouais, je suis d'accord. Ils sont beaux, hein, les costumes, il n'y a pas de problème. Hein. Indara, Maître Sol, c'est nickel, tu sens qu'ils ont fait ça chez le tailleur, c'est parfait. C'est bien ajusté. C'est bien ajusté, voilà. Ouais, ça tombe bien au niveau des... Voilà. C'est pas non plus en termes de des manches, c'est bien là. Franchement, c'est pas non plus... je trouve qu'en termes de couleurs, tu vois, même leur doré qu'ils essaient de montrer est pas top. Et au final, si, il y a une tenue qui est magnifique pour les Jedi. Oui. C'est la dernière de Vernestra. Non mais en gros, avec le symbole très les symboles de Jedi au niveau des épaules. Mais encore une fois, c'est à l'épisode 8 qu'ils se sont dit attends, là on va faire quelque chose. Ça c'est de l'inspiration. Ça c'est du jamais vu et c'est extrêmement élégant. C'est très beau, c'était une très bonne idée, j'ai adoré aussi. Mais cet épisode 8 est très, et c'est ce que je vais développer dans mon avis global, mais l'inégalité qu'il y a sur cette série est incroyable et dans tous les domaines. Et là, ce domaine-là, le domaine des costumes, c'est pareil. C'est-à-dire que Kimir est classe. Je trouve Kimir classe dans, allez, on va dire à peu près tous les épisodes, encore plus dans l'épisode 8. Dans l'épisode 8, Osha porte aussi un super costume quand elle part avec Kimir de la planète inconnue. Tu sais, elle a cette capuche, avec la coupe de cheveux, ça lui va super bien. Et tu sens qu'il y a du travail, mais purée, tu te dis, bah, tout ce que j'ai vu avant, en fait, c'était hyper fade, parce que à aucun moment j'ai retenu, tu vois, des costumes. Donc il a fallu attendre l'épisode 8 pour qu'on véritablement, tu vois, on fasse attention à ça et aux différents costumes. Non, je trouve qu'en termes de costumes, c'était pas tip top. Après, passons aux effets spéciaux. C'est pareil. Dans l'épisode 8, je trouve qu'il y a des effets spéciaux très bons.
plutôt bon. La course. La course poursuite. La chasse. La course poursuite entre Osha entre May, pardon. Entre May et Sol. Je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Sol et Basil. Oui, bien sûr. Très important. Oui, encore une fois. Encore une fois. Non, mais encore un problème d'écriture. Saul, sur Basil. Non mais Saul qui veut tuer. Je fais une digression. Je suis désolé, mais Saul qui cherche à tuer May, du coup, qui met le tracker sur son joue. Voilà, et on a l'impression que c'est Dark Vador dans la tranchée avec Luke Skywalker dans son X-wing en face. Et il va tirer. Et il va tirer. Et c'est Basil du coup qui sauve May. Quelle est, à la limite que Basil qui se rapproche des Jedi, lui c'est compréhensible l'action qu'il fait parce qu'il se dit attends il va vraiment la buter. Mais donc du coup, pourquoi Saul cherche à buter May? Je tiens à préciser que même Kylo Ren retire son doigt pour pas tuer sa mère. Donc c'est vrai que bon. Non là c'était très bizarre et encore une fois c'était incompréhensible. Peut-être qu'on se trompe sur l'interprétation qu'on a où il y a une très bonne justification. Si ça se trouve, mais elle ne nous est pas donnée. On ne comprend pas. Donc c'est incompréhensible. Nulle part. Non, nulle part. Ça va expliquer. donc non, ouais. ça c'était pas bon. Tu parlais de la course poursuite. Je parlais des effets spéciaux, merci. Il y a des plans, effectivement. Alors, on sent qu'il y a une influence Rogue One Andor dans cette scène-là, mais avec quelques ajouts. Et notamment, il y a un petit plan, je sais pas si tu l'as remarqué, où c'est comme si tu avais une GoPro, alors on l'avait déjà vu dans Rogue One notamment, tu avais une GoPro qui est attachée à son vaisseau à May, tu sais quand elle fait des tourbillons comme ça, et on voit les réacteurs. Et on voit les flammes des réacteurs qui reprennent un petit peu le dessus et le moteur se réactive et on a l'impression d'avoir les caméras de SpaceX quand il y a une fusée qui redémarre ou tu vois les fusées les boosters qui redémarrent. J'ai trouvé ça super. Faut que je m'en mette la scène. J'ai trouvé ça super bien fait et tout. Non franchement ça c'était très bien. Et à contrario, je sais plus dans quel épisode c'est, mais si c'est dans l'épisode, c'est dans l'épisode 7. C'est le pire épisode pour moi de la série, mais sans conteste, le pire épisode. Donc les deux épisodes de flashback, pour moi c'est les pires. En fait, c'est les pires. Mais juste, je finis sur l'effet spécial que je voulais dire, l'effet spécial que je voulais dire, les motojets. Oh oui. Des Jedi dans l'épisode 7, mais regardez bien, mais franchement, même des fan films sur YouTube, je vous promets que c'est mieux. C'est incroyable. C'est-à-dire que Lucasfilm et la licence Star Wars qui a été reconnue par tout le monde du cinéma comme des précurseurs en termes d'effets spéciaux, etc., peuvent se contenter de ça. Déjà, de base, Star Wars devrait être, alors je sais que c'est de plus en plus difficile et on est très exigeant avec cette licence qu'on adore, mais on aimerait qu'il y ait une nouveauté limite par nouveau projet. On aimerait qu'il y ait une nouveauté technique. D'effets spéciaux, etc. Exactement. Donc déjà, quand on a un effet spécial qu'on a vu et revu dans d'autres licences, déjà, bon, on se dit, bon, ok, c'est du déjà vu. C'est bien fait, mais bon, voilà. Mais alors, quand en plus, on trouve ça mal fait, je crois que c'est la première fois. Moi, pour clôturer peut-être sur les effets spéciaux, du moins donner un peu plus mon avis dans le détail, ça m'a tout de suite frappé effectivement dans les premiers épisodes. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé, je te l'ai tout de suite dit. Déjà, c'est la lentille qui a été utilisée par le caméraman. Je vais pas faire le tâteur parce que je m'y connais pas. Là, on rentre dans le détail. Là, attention. Mais en fait, non, mais je vais te dire pourquoi ça m'a déplu parce que je trouve que c'est une astuce de réalisateur. J'ai l'impression qu'ils ont pas mis les moyens dans les effets spéciaux parce que il y a des planètes comme Kofar ou autres. Je trouve que parfois, effectivement, on voit ce qui se passe dans les 10 premiers mètres. Bien sûr. Et ensuite, soit c'est en tout cas pas mis en avant, c'est flou, etc. Ils utilisent cette lentille de réalisateur pour ne voir que ce qu'il y a bien au centre, en rond. Vous regarderez si vous avez l'occasion de revoir les épisodes. Et je vous promets que vous prenez les cadres, tout ce qu'il y a sur les extrémités, droite, gauche, en haut, en bas. C'est tout flou, on voit que dalle. Alors, et c'est fait exprès, je pense, parce ça dépend des épisodes. Ça dépend des épisodes. Prends l'épisode 8, par exemple. L'épisode 8, t'as énormément de scènes en décor naturel, etc., etc. Et je trouve ça super bien fait, super joli, etc. Prends l'épisode 6 où ils sont aussi sur la planète inconnue avec Kimir qui prend son bain là et tout à poil là. C'était assez marrant ça. Et du coup... Parce que j'ai vu une scène, vous l'avez peut-être vu sur l'internet comme on dit, où en fait il y a un montage avec Dark Plagueis et en fait tu vois Dark Plagueis donc du coup qui se fait comme ça
je l'ai pas vu. En fait, et après tu vois Kimir en fait qui s'est à poil et elle se met à poil et t'as Dark Plagueis, tu le vois de plus en plus. La scène Ah non, j'ai pas vu ça. Le Mais je vais montage, essayer de la retrouver. le montage est talentueux du mec. Faudra la retrouver. C'était excellent. Bon, disons quand même quelque chose de très positif. Oui. On va parler des combats un petit peu. Clairement, alors attention parce qu'à chaque fois dès qu'on parle, mais je pense que ça doit être dans les plus beaux combats de tout l'univers Star Wars confondu. Vraiment qu'on ait vu dans cette série, c'est ça met une claque à absolument tous les combats qu'on a vus dans les séries. Déjà, ça c'est sûr. Et allez, alors c'est sûr. On se le disait, en termes de charge émotionnelle, bien entendu. C'est là où il faut faire le distinguo. Voilà. Non, ça n'équivaudra jamais le combat entre Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3. C'est une certitude. On a une charge émotionnelle. On est au paroxysme de la saga Star Wars. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Obi-Wan, voilà, le Duel of the Fates entre Dark Maul, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn aussi est incroyable en termes de chorégraphie de combat, en termes de drama, de charge émotionnelle également. Bien entendu, les combats d'Obi-Wan de la série Obi-Wan ne sont pas fous en termes de chorégraphie, même si ils sont toujours aussi bons, hein, Hayden Christensen et Ewan McGregor avec un sabre en main. Ce qui sauve un petit peu le truc, c'est la charge émotionnelle clairement très 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 forte qu'il y a entre les deux, bien entendu. Donc oui, on est captivé par ces combats. Après, il n'y a pas de combat de sabre dans Andorre. Et éventuellement... Ouais, dans Ahsoka, c'était très moyen. Ahsoka, c'était très moyen. Après, c'était un parti pris que moi, j'ai pas du tout aimé, qui faisait vraiment combat de samouraï, tu sais, avec des gestes très lents, etc. On se positionne et du coup, avant qu'il y ait un coup de donné, il y a une demi-heure qui s'est passée. Mais bon, c'était un style. Clairement, ça faisait au moins ça changeait un petit peu, ça a le mérite de voilà. Mais là, non, on voyait là les combats sont incroyables dans The Acolyte. Dans Mando, c'est pas tip top avec le Darksaber. Même le rendu du Darksaber est pas non plus fou. Donc bon, voilà, c'était pas foufou. Parlons de la postlogie. Ouais, alors non, bah alors là, je suis désolé, mais ça met une claque à tous les combats au sabre qu'on a pu voir dans la postlogie en termes de chorégraphie, pas forcément en termes d'effets spéciaux. En termes d'effets spéciaux, c'est nickel sur la postlogie, etc. Les sabres sont super bien faits, le rendu de la couleur des sabres, le son et tout, c'est sûr, c'est même peut-être au-dessus. Le plus beau, peut-être esthétiquement, c'est le combat entre Rey et Kylo dans la neige. Dans l'épisode 7 Dans l'épisode 7. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec Finn aussi qui participe un peu. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais tu parles de chorégraphie, effectivement. Ouais, en termes de chorégraphie, c'est fou. Mais quand même pas photo. Là, dans The Acolyte, c'est tout bonnement incroyable. Il y a de la brutalité, vraiment de la brutalité. On la ressent. Ouais. On est inquiet pour les personnages pendant le duel. Tu peux à tout moment tu peux te dire ça peut être le coup qui va abattre le personnage, du moins le Jedi. Donc tout de suite. Et puis il y a eu des utilisations subtiles et qui sont formidables. Tu vas peut-être tu veux que j'y aille. Déjà l'utilisation de ralenti. Ouais, voilà. C'est quelque chose qu'on n'avait plus jamais. Il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Ouais. C'est vrai que ça fait pas trop Star Wars, le côté ralenti dans les combats. Donc je peux comprendre, on n'en a jamais eu. Il pourrait y en avoir, hein, parce que vu le nombre de coups au sabre, t'attaques en haut, tu pars en bas, etc. Des fois, il faut sauter pour passer sous la lame, etc. Mais ça, on le voit du coup dans The Acolyte, et franchement, ça fait son effet, ça marche bien. D'autant plus que il y a des scènes avec, par exemple, l'utilisation de la force ou ce genre de choses, où t'as besoin de voir ces petits détails, en fait. C'est ça. Et voilà. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je me permets de compléter ce que tu dis. Où effectivement, au début, je me disais, putain, ça fait pas trop Star Wars, je suis pas super fan. Au final, les ralentis servent à voir les petits détails qu'il y a. Par exemple, je vous prends la scène qui est un peu marquante, je trouve, c'est Kel Naka, donc qui est possédé par les sorcières, qui du coup essaye de mettre un coup de sabre laser à Sol. Sol, lui, du coup, saute
au-dessus de la lame, et du coup a la possibilité en soi de tuer Kelnaka à ce moment-là en lui assénant un coup. Vu qu'il passe au-dessus de la lame et que du coup Kelnaka ne peut plus se défendre, il peut lui asséner un coup. Et au ralenti, en fait, ce ralenti permet d'avoir une vraie visibilité sur ce que Sol est en train de faire, c'est-à-dire que au moment où il saute, il rétracte sa lame pour uniquement utiliser son poing et pas sa lame pour frapper Kelnaka. Très classe. C'est une illustration de ce que je veux vous dire, parce qu'il y a d'autres détails comme ça à choper sur les combats. Mais du coup, si tu ne fais pas un ralenti là-dessus, tu chopes pas forcément cet élément-là. Et je trouve ça super. Au final, je trouve ça super. Donc, il faut pas non plus qu'on soit figé dans notre amour de Star Wars en disant bah non, si on l'a jamais vu dans la trilogie originale, dans ce cas-là, peut pas le voir. Dans ce cas-là, on n'invente rien et on demande pas à Disney de racheter la saga Star Wars, on s'arrête quoi. Alors certains dans les commentaires, j'en ai lu 2-3, disent non, s'ils pouvaient vendre la série et qu'on la licence et qu'on n'en parle plus. Tous contents quand même d'avoir du contenu tous les 3-4 mois. Tous non, Elliot. Fais-moi confiance. Je parle avec vous les amis, je respecte tout à fait votre avis, mais il y en a certains qui sont très chafouins. Vous êtes contents d'avoir le Andorre quand même, non? Et Rogue One. Donc bon. Et il y en a certains qui... Non. Bon. Donc oui, bon, écoute, sur les combats, en tout cas, de très bonnes choses. Ouais, sûrement ce qu'on a vu de mieux, quoi. C'est ce qu'il y a probablement de mieux dans cette série. Il y a aussi un truc qui est vraiment super bien. Dans le premier combat de l'épisode 5 où tout le monde a vraiment dit que c'était super, moi ce que j'ai adoré, c'est qu'effectivement, déjà les acteurs ont été bons. Notamment la petite Jackie là, qui a été pas mal du tout au sabre. Après, ce qui est intéressant, c'est que au sein même du combat de ce combat de l'épisode 5, on voit Kimir qui a plusieurs centres d'intérêt, c'est-à-dire que il va d'abord, bien entendu, essayer de combattre et se défendre par rapport aux Jedi qui l'attaquent plus ou moins, donc Sol, Jackie, les autres Jedi qui meurent tous un à un. Mais son objectif principal, c'est de tuer May. Donc il voit May partir, il se barre, il met un coup pour se défendre, ensuite il se barre, il essaye de mettre un coup pour tuer May. Enfin bref, non, franchement, j'ai vraiment kiffé ça. C'était l'aspect le plus positif peut-être avec l'écriture de Kimir et le petit qui fait presque consensus, je pense. Oui, sur les combats, ça fait consensus avec à peu près tout le monde. Ouais. Donc ça, beau point positif. Bravo effectivement pour c'était couillu quand même, pareil, le coup des ralentis et tout, c'était original, ils ont tenté et franchement avec brio ils l'ont réussi, donc franchement bravo à ça. Chaque combat était intense et passionnant. Après, pour finir là-dessus, en termes de DA, généralement, ce qu'on remarque dans Star Wars, parce qu'on est quand même dans l'espace, c'est les vaisseaux. Là, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de remarquable. Le vaisseau de Kimir, peut-être, et de May, qui est assez original, mais rien de non plus transcendant, quoi. J'ai pas grand-chose à dire, parce qu'il y a pas grand-chose à dire. Honnêtement, je trouve. Franchement, c'était pas très inspirant. Ils ont pas été très inspirés. Et ça se ressent tout de suite, honnêtement, il y a rien de très marquant par rapport à d'autres séries où je trouve qu'il y a tout de suite des vaisseaux qui se démarquent. Je pense à The Mandalorian, entre autres. Donc c'est dommage. Là-dessus, non. C'était pas très inspiré, quoi. Voilà. Passons à la musique, peut-être? Oui. Ah oui, complètement. Passons à la musique. Il y a des choses à dire aussi. Alors, écoutez, je pense qu'on est peut-être dans la série, le projet Star Wars le plus faible en termes de musique. Pour moi, sans aucun doute. Vraiment, j'ai pas de... C'est acté. Alors, ils nous ont sorti une musique, donc c'est la fin de l'épisode 7 d'ailleurs, où ils nous ont sorti une musique, ils l'avaient sorti direct au début de la série, The Power of Two, qui est une musique franchement R&B, donc tu vois, tu l'as dit avec un bel accent français. R&B, hit music only. non mais du coup, effectivement, ça fait pas du tout Star Wars. Après, certains pourront dire que quand on a eu Mandalorian et les compositions de Ludwig Göransson, ça faisait pas trop Star Wars et ça sortait de l'univers mais oui, mais il y avait ce côté western de l'espace et je trouve que dans la musique c'était quand même justifié, recherché. Notamment le choix des instruments, etc. Tu sens que c'est un compositeur, le gars. Enfin, oui, c'est sûr, voilà. Mais là, clairement, il y a rien qui se remarque. Il n'y a pas de thème. Si vous avez chopé un thème,
d'un personnage ou d'une thématique sur la série, allez-y, n'hésitez pas. Le seul au final thème qu'on reconnaît et où tout le monde en a parlé, c'est les réutilisations des 4 notes qui faisaient le thème de Kylo Ren. Ouais, enfin, c'est ça, on s'est compris. Sur Kimir, mais de Kylo Ren. Tout à fait. Donc non, clairement, donc cette fameuse chanson de la fin de l'épisode 7, pour le coup, a rien à voir avec Star Wars. Non, mais on va l'oublier. C'est pas, aussitôt écouté, aussitôt oublié. Ouais, c'est pas horrible, cette chanson, elle est pas horrible. Mais elle a rien à faire là, en plus. Franchement, c'est... l'épisode était pas bon. Ah là, non, mais l'épisode 7, c'est catastrophique pour moi. Et du coup, effectivement, bah là, la musique qui accompagne, on sent qu'ils veulent copier la patte un peu de John Williams. Il y a même pas d'identité forte. Ils essayent de repartir sur des compositions classiques, un peu plus classiques que dans Mandalorian en tout cas. Mais c'est pas bon. Non. Dans Andor, donc c'est Nicolas Britell qui a fait la BO. On a vraiment une identité en termes de musique qui est forte. Sur chaque générique, on a le même thème lancinant qui revient, mais à chaque fois avec des petites variations qui sont très subtiles, très intéressantes. Alors, c'est encore plus présent dans Andor, mais dans Mandalorian aussi. Oui, bien sûr. Toujours. Oui. À chaque épisode, il y a un petit instrument qui va se rajouter ou quelque chose qui va... T'as raison. Cette déclinaison un peu de... C'est clair. C'est brillant. Et encore une fois, tu parlais d'inégalité. De manière générale dans la série sur à peu près tout. J'ai même envie d'aller plus global. Il y en a marre effectivement de cette inégalité entre les séries. Typiquement là, on prend Andor par exemple une série comme Obi-Wan, même en termes de musique. Alors Obi-Wan, oui, il y a le thème d'Obi-Wan, mais pareil, c'était le seul. Je suis désolé, la musique sur Obi-Wan était très absente. Sur The Acolyte, c'est encore pire parce que non seulement on n'a pas de thème principal pour May ou on aurait pu avoir un thème pour un personnage. Je suis persuadé si tu cherches, à mon avis, si tu cherches bien, je pense qu'ils ont dû en faire. En tout cas, ce que je peux te dire, indécelable. Ok, mais alors ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y avait pas de générique. Il y a pas de générique de départ, et ça, moi, je considère que c'est presque inadmissible aussi parce que dans toutes les séries on a eu des génériques qui sont super sympas au début. Mandalorian, Andor, c'était les génériques sont brillants, mais à la fin, même une série hyper décriée, tu prends Boba Fett. Mais bien sûr, la musique franchement de Boba Fett est super bonne. Génial. La ça musique transporte tout de suite, t'es dans l'épisode quand ça démarre. Et faisons-les toutes maintenant. Du coup, donc le thème d'Obi-Wan, composé par John Williams, moi je l'ai toujours défendu. Toi, tu me disais, Obi-Wan, tu trouvais ça pas top. Je disais, écoute bien le thème d'Obi-Wan de John Williams, il est quand même magnifique. Il y a un thème. Et ensuite, Ahsoka, elle est pas mal, la musique du générique, etc. Donc, et en plus, ils reprennent le thème d'Ahsoka déjà composé dans Clone Wars, etc., etc. Même, on a démarré la chaîne avec The Bad Batch. Même la musique d'une série animée avec des épisodes de 20 minutes, franchement, c'était bien meilleur que ce qu'on a vu dans The Acolyte. Donc, la musique qui est un élément central de la saga Star Wars, là, clairement, ils n'ont pas été à la hauteur. Non. Ils n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Non. J'ai trouvé que ça s'était un poil amélioré sur la deuxième partie de la saison. Moi, ça m'a vraiment choqué en première partie de saison. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé qu'il y avait aucune inspiration. Oui, je suis d'accord. C'était un peu mieux. En seconde partie de saison, là, typiquement pour la mort de Saul, on sent qu'il y a un peu de musique. Voilà, tu sens le côté drama qui arrive. Donc tu comprends que le destin va être scellé de Saul. Mais ça reste améliorable du moins. Oui, on est d'accord. La musique c'est fait. Non, écoute, je te propose là on a parlé très longuement. Je te propose de synthétiser un peu ton avis global. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette série si je te disais, écoute, The Acolyte, qu'est-ce que t'en as pensé? Cette saison 1. Je vais te redire la phrase qui m'est venue un petit peu l'inspiration. Je sais pas si c'est Proust, le génie ou la force. Peut-être aussi. Je dirais que c'est un diamant brut qui a été mal poli, vous aurez compris bien sûr. C'est-à-dire que le matériau de base est excellent. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette hype depuis 6 mois, 1 an autour de cette série. C'est que la période, le point de vue, du moins de ce qu'on pensait, le point de vue des sites. Le fait que ça fasse, cette série va quand même faire le pont entre la Haute République, donc les romans qui sont sortis, et la prélogie. Je pense qu'il y avait de très bonnes bases en fait pour faire une excellente série.
Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont venues, on l'a exprimé, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues dénigrer, enfin en tout cas poser problème à cette série. J'en ai marre, encore une fois, que les saisons 1 des séries soient juste être là pour soit mettre du background aux personnages ou soit juste mettre les bases d'une série. Ça c'est pas, attention, encore une fois, on parle d'inégalité, c'est pas tout, enfin dans toutes les séries c'est pas pareil. Prenez Andor. Alors Andor c'est particulier même en termes de temporalité, etc. Et on sait que Andor ça fait vraiment le lien avec un film, avec Rogue One. Mais je suis désolé, la saison 1 d'Andor, il n'y a aucun épisode à jeter. Ce sont tous des épisodes utiles qui font avancer l'histoire. Je trouve que dans The Acolyte, il y a des épisodes, bon déjà on parle de la doublette épisode 3 et 7, ça méritait qu'un seul épisode, les amis, on va pas se mentir. D'autant plus que c'est 2 épisodes de 35 minutes, mais faites-en un de 50 ou de 55. Tu peux très bien faire plusieurs points de vue. J'ai compris hein, le coup de on va faire un épisode d'un point de vue des sœurs et un épisode d'un point de vue des Jedi. Oui, mais sauf qui est le 7. Et le pire, c'est qu'ils diffèrent pas tant que ça, en fait. Ouais. Tu t'attendais à des différences de Barjo. C'est juste la caméra, elle est placée autre part. Ouais. La caméra est placée autre part. Ouais, non, mais complètement. Donc, du coup, ça, c'était, voilà, gagner du temps, là-dessus, c'est vraiment dommage. Donc, c'est encore une fois, pour parler de manière générale, c'est un beau matériau. Ça a été malheureusement gâché dans cette saison 1 pour tout un tas de raisons. Et dans l'exécution, ce que tu me disais aussi, c'est au niveau du chapitrage et tout, et ce dont tu parlais un petit peu là, le fait de justement, dans le montage et dans le chapitrage, en fait, il y avait la meilleure façon de le faire, en fait, de raconter cette histoire, c'était de faire un film de 2 heures à peu près. Mais bien sûr. Et sauf que là, voilà, t'as des longueurs, dans des épisodes de 30 minutes. C'est ça surtout le problème. Ouais. C'est incompréhensible. Il y a des, moi, j'ai pas arrêté de parler du montage à Clément que j'ai trouvé catastrophique dans cette série. Je suis désolé, encore une fois, c'est pas mon métier. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier, mais je pense que même des monteurs pourraient dire qu'il y a quand même des problèmes dans cette série. Comme tu le dis, il y a des épisodes qui sont longs alors que la durée est courte, et il y a des épisodes qui sont courts alors que la durée est longue. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais je trouve qu'il y a eu un gros problème effectivement dans le chapitrage et dans l'exécution du montage global de cette série. On s'y retrouve pas. La première partie de la saison, moi j'ai trouvé que c'était allé à fond de balle, et c'était très original parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries Star Wars qu'on a décriées parce que c'était trop lent, parce qu'il se passait pas beaucoup de choses, etc. Et quand on en a parlé, et c'est vrai que on s'est dit ouais quand même The Acolyte ça va à fond de balle, à peine tu passes d'un dialogue entre Indara et Saul et tu reviens à quelque chose d'autre. Enfin, normalement je crois qu'une scène dans le cinéma ça dure 1 minute 30 à 2 minutes. Là j'ai l'impression que les scènes duraient plutôt 45 secondes à 1 minute. Et ça faisait du ping-pong, tac tac tac. En plus forcément quand il y avait Kimir et Osha d'un côté et Sol et May de l'autre, cet épisode là notamment je trouve que ça allait très vite d'un côté et de l'autre. Moi, ça m'a un petit peu dérangé. Il y en a d'autres un peu moins. Sur ce sujet-là, ça allait parce que l'épisode était bon, notamment la partie Kimir et Osha. Mais de manière globale, moi, j'ai trouvé que c'était encore une fois très inégal et moi, le montage, ça a affecté mon visionnage d'un épisode. J'ai pas tout compris. J'ai regardé avec une personne avec ma copine, autant se le dire. Hein. Je regardais avec une personne. Avec ma chérie qui aime beaucoup aussi la saga Star Wars. C'est la première fois pour une série. Elle est loin d'être débile, mais elle m'a dit je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. Je pense qu'il y a quand même un problème de fond parce que ça doit pas être la seule. Et moi-même, à la fin d'un épisode, il y avait des petites... Pas tout compris. Donc voilà, je suis même pas sûr vraiment d'avoir tout saisi dans cette série. Je pense qu'elle mérite, malgré qu'on en dit, on en dit du bien, mais on en dit aussi du mal. Elle mérite bien évidemment probablement un deuxième visionnage. Hein. Ça sera peut-être un peu plus clair dans nos têtes. Mais si je devais mettre un sentiment, c'est vraiment déçu. Déçu parce que quand tu es déçu, c'est que tu as des attentes envers quelque chose. Et là, on avait des attentes envers cette série. Même si on s'était dit que attention. Oui. Et je pense qu'on malheureusement, on a eu un peu raison dans le fond. C'est d'avoir trop d'attentes et donc du coup d'être déçu. Ouais, écoute, moi je vais te rejoindre sur mon avis global. Effectivement, il y a du très bon dans cette série. On l'a développé, les combats, le méchant. Kimir, moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai envie de m'arrêter et de m'attarder quand même là-dessus beaucoup. J'ai eu envie et
tout au long de mes vidéos avis, j'ai plutôt défendu justement la série avec ses bons côtés. Alors, je voyais certains mauvais côtés, mais si tu veux, j'avais plus envie de me dire, bon, ça reste quand même anecdotique, et notamment tous les gens qui criaient à l'incohérence de l'univers, etc. J'avais envie de leur dire, non, arrêtez, là on crie pour pas grand-chose. Néanmoins, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est en fait dans les 2 derniers épisodes. C'est l'écriture des Jedi. Et j'ai poussé mon coup de gueule après l'épisode 7 et j'ai pas fait de vidéo avis sur l'épisode 8, on fait directement notre vidéo avis ultime sur la saison 1, mais du coup elle persiste et signe, la showrunneuse, dans la réécriture des Jedi, et ça c'est pour moi c'est ce qui me déçoit le plus. Chacun pourra apprécier ce côté-là comme il l'entend, bien entendu, qu'il l'apprécie ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est une énorme trahison à la prélogie et à ce qu'avait voulu instiller George Lucas. Il y a eu beaucoup de communication autour de cette série, beaucoup ça, trop. Je pense qu'on peut un beaucoup petit peu trop. en parler. Ouais. Et pareil, j'arrête pas de te le dire, j'en ai marre que Elise Legend fasse 1 ou 2 déclarations entre chaque épisode. Alors là, malheureusement, effectivement, elle s'est fait un peu tellement détruire qu'elle essaye de venir au secours. Voilà, je pense que c'était Opération Sauvetage, et limite, si ça se trouve, commandité par Disney. Par Disney, Mais ça, j'ai envie de dire, enfin, c'est triste, mais pas trop. J'espère pour Skeleton Crew qui va arriver. Pas trop de communication pour le moment. On a vu 2-3 images. Pas de communication, s'il vous plaît. Laissez-nous le plaisir de la découverte. C'est vrai qu'on vit dans un monde de réseaux sociaux et tout, donc on sait tout avant que ça commence. Moi, j'aimerais bien un peu plus de découverte, parce qu'en fait, tu ne peux que être déçu. Quasiment, sauf chef-d'œuvre, genre Andor ou Rogue One. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis ça va aussi avec la série, c'est-à-dire qu'on nous promettait des mystères. Bon au bout de 5 minutes, t'avais compris ce qui s'était passé plus ou moins. Donc, je suis d'accord. Je parle en termes d'assassinat des Jedi, parce qu'après ce qui s'est passé sur Brandok, après ça c'était un autre mystère. Pour au final des réponses, chacun appréciera. On n'est pas revenu sur tous les détails, mais n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos avis, épisode par épisode, où je pointe certains aspects, notamment le fait que les sorcières meurent toutes, parce que Indara les a sortis de l'esprit de Kelnaka. Bon. Ok, d'accord, si on a attendu 5 épisodes pour voir ça, c'était vraiment pas la peine, quoi. On aurait très bien pu, les scènes un petit peu incompréhensibles, qu'est-ce qu'a voulu faire la mère Aniseiya avant de se faire tuer, pourquoi Sol la tue totalement. Alors oui, on peut essayer, chacun peut trouver un petit peu son explication pour que ça rentre dans les cases, mais franchement c'était pas très clair. Donc bon, mettons une petite note peut-être chacun. D'habitude on se concerte et on met une note pour Parlons Star Wars, mais je pense que maintenant, étant donné que monsieur est par Mons et par Vaux sur les différentes planètes de la galaxie, vous l'avez compris. D'ailleurs tu repars sur ton X-Wing, tu l'as pas garé en double fil, j'espère. J'espère pas, je me suis mis place transport de fond, c'est accepté ou pas? Je sais pas sur votre planète ce que ça signifie. C'est bon. Par contre, je ne pilote qu'en A-Wing. Ah, c'est quand A-Wing? Bien sûr, bien sûr. Ça va plus vite. Ouais, bien sûr. Ça va plus vite. Donc, voilà. Ok, donc une petite note sur 5, l'habitude. Chers amis, mettez une note sur 5 à cette série, à cette saison 1 de The Acolyte. Je pense que je vais essayer de faire une moyenne. Donc la note d'Eliott. Tu as dit petite note, tu ne te trompes pas, Clem, puisque je vais malheureusement, les amis, donner la note de 1 sur 5. Ah oui, d'accord. Et je le dis là avec le sourire, mais je bouillonne tellement intérieurement. Enfin, je pense que vous l'avez compris. C'est quoi? Les 1 sur 5, c'est la déception que t'as procuré la série, ou la qualité de cette série que tu juges vraiment mauvaise? C'est un peu facile de dire un peu des deux, mais je dirais un peu des deux parce que l'exécution pour moi de la série n'est pas bonne. Ils l'ont pas pris par le bon bout. Je trouve que la série n'a pas été prise du tout par le bon bout. Pas assez plutôt de réponses. Encore une fois, je tape un peu sur The Acolyte comme j'ai tapé sur d'autres saisons, mais pourtant je suis quand même plutôt bon public. Toi aussi, je pense qu'on est plutôt bon public. Donc là, pour que je mette 1, c'est que je trouve que il y a pas assez de réponses. Je commence à en avoir marre, des saisons 1 où c'est juste du teasing. J'en ai marre. J'aurais aimé Dark Plagueis. Franchement, c'était une belle prise de risque aussi de dire de foutre Dark Plagueis dès les premiers épisodes. Ça aurait été fou. Ça aurait donné, en plus, en termes de communication, je trouve ça tellement pas intelligent parce que tu fous Dark Plagueis à l'épisode 2 ou 3.
tout de suite la planète s'enflamme, la planète Star Wars du moins, et ça aurait été beaucoup plus malin et intelligent si tu fais 2-3 premiers épisodes de dingue. Enfin là je suis désolé, finir une saison en ayant vu 3 secondes Dark Plagueis et 3 secondes Yoda, bah je me contente pas de ça pour aimer une saison en fait. Et c'est limite nous prendre pour des cons, franchement. Donc moi ça m'insupporte, vraiment ça m'insupporte, et je pense que ça mérite pas du tout la moyenne. Il y a des gens qui ont pu apprécier certaines choses, mais moi pas du tout été séduit. Il y a Maître Sol, moi, qui me rattrape certains trucs, et encore, comme tu l'as dit, je trouve que le personnage est un peu mal écrit pour certaines raisons, notamment tous les codes et le dogme Jedi, je vais pas y revenir. Le personnage de Kimir qui est absolument sensationnel, super acteur, super motivation, super charisme. Un super héros en fait, et du coup voilà, il y a les combats qui sont majestueux aussi, que j'ai adoré. Il faut le dire, franchement quand il y a des choses super, il faut les dire, mais ça ne suffit pas à faire une super série, et je trouve là malheureusement que ça mérite la maigre note de 1 sur 5. Ouais. Et ben moi les amis, écoutez, je vais être un petit peu plus généreux. Ah. Mais pas énormément plus généreux. Okay, non, écoutez, je suis obligé de mettre en dessous de la moyenne. Je vais mettre 2 sur 5. Alors, vous avez vu, l'avantage, en fait, de ces notes sur 5, pourquoi je note sur 5, c'est qu'en fait, tu peux pas mettre la moyenne. Oui. Ça permet de trancher, en fait, tout simplement, parce que sinon, voilà. Donc, je mets en dessous de la moyenne parce que je trouve cette série très inégale, avec beaucoup de qualités, mais également beaucoup de défauts. Et le problème, c'est que les défauts, l'attachement que j'ai aux défauts, malheureusement, est plus forte. Ouais. C'est-à-dire que les combats et Kimir, c'était super. J'ai beaucoup aimé. Je mets ça en point positif. Et en point négatif, il y a la réécriture des Jedi et le fait qu'on voit pas assez les Sith, tout simplement. Pour résumer très, très globalement. Et aussi, je peux ajouter que l'élément central que sont les jumelles, au final, n'est pas intéressant. Ne m'a pas intéressé du tout dans cette série, donc voilà. Donc à la limite je le mets de côté. C'est un peu en point négatif parce que c'est un élément central. Si ça t'intéresse pas, c'est que c'est pas bien fait, donc voilà. Mais bon, ce n'est que mon avis. Par contre, la réécriture des Jedi, ça je peux pas accepter. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Donc du coup, oui, effectivement, je mettrai la note de 2 sur 5 à cette saison 1 de The Acolyte. Passons maintenant par 2 petits points de débat. Donc avant de parler véritablement de la saison 2, et peut-être que tu me dises ce que tu penses et si tu espères une saison 2 et qu'est-ce que tu pourrais attendre d'une prochaine saison de The Acolyte. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la polémique, les polémiques qui ont été autour de la série, et notamment le point du wokisme, parce qu'effectivement il y a eu énormément de critiques par rapport au wokisme, et je voulais faire quand même un petit point là-dessus, et que je puisse tout simplement qu'on puisse donner notre sentiment à ce sujet. Quand j'analyse une série, un projet, un film, voilà, je sais, de toute façon, vu la politique de Disney, les messages qui veulent être véhiculés par la compagnie, et également par Lucasfilm avec Kathleen Kennedy, et également par la showrunneuse qui a été désignée, on savait qu'on allait avoir une dose de messages un petit peu politiques dans la série. On le sait. Star Wars a toujours été politique. Donc moi, la question, c'est pas de savoir si le message va véritablement me plaire ou pas, parce que il faut respecter aussi le fait que parfois des messages soient en contradiction avec un petit peu ce qu'on peut penser. Moi, je suis ni un SJW, les Social Justice Warriors, voilà, des États-Unis, ni un mec qui va crier au wokisme à la première seconde, voilà, dès qu'on a désigné un réalisateur ou un showrunner. Donc du coup, je m'attache à ce qui va se produire et ce qu'on va pouvoir noter dans la série. Là où tout le monde a poussé, une partie des fans a poussé des cris d'orfraie, c'est sur les jumelles et les mères, donc Anisea et Coril, qui sont donc, oui, on le suppose, un couple homosexuel au sein d'un clan matriarcal. Donc, j'ai envie de dire déjà de voir un clan matriarcal. Bon, premièrement, je vois pas où est le problème, étant donné que ça existe déjà dans l'univers. Bien sûr. Avec les Sœurs de la Nuit. Tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, que 2 femmes d'un clan matriarcal, c'est-à-dire qu'elles ne vivent qu'entre elles toute leur vie, qu'elles se mettent finalement un petit peu ensemble,
Je trouve que dans toute société humaine, ça serait logique tout simplement que ça arrive. Donc, elles ont pas le choix. Mais en plus, elles n'ont pas le choix. Donc non, mais en l'occurrence, je vois pas où est véritablement le problème par rapport à ça. En plus de ça, ce qu'on voit, on les voit pas, on voit pas une scène au pieu avec elle, ou même elles s'embrassent pas. On voit juste une petite caresse sur la joue de la mère Anicea, la mère Coril. Je pense qu'on va s'en remettre. Même un bisou, on aurait pu s'en remettre. Voilà, non mais je pense qu'on va s'en remettre. Oui. Après, sur la création, donc pour moi déjà cette polémique, elle a pas lieu d'être. En plus de ça, des couples homosexuels dans Star Wars, on en a déjà vécu, et notamment dans un projet Star Wars que tout le monde adore et qui a fait un petit peu consensus, qui est Andor, avec notamment le couple Vel-Cinta. Mais je vais y revenir juste après. Ensuite, sur les jumelles, la création des jumelles, qui effectivement donc ont été portées par une femme, etc. Ce qu'on comprend, en tout cas une des théories qui peut être apportée et que moi j'espère que c'est ça, c'est que elles ont créé les jumelles avec le concours de Dark Plagueis. Ce qui, du coup, comme on l'a dit, amènerait une connexion avec le speech de notre ami Palpatine à Anakin sur le fait que Plagueis savait créer la vie, influer les midi-chloriens, etc., etc. Donc, ça, encore une fois, je trouve pas d'incohérence là-dessus, et du coup, je vois pas de message wokiste forcément là-dedans. Elles ont été créées par la Force, donc de toute façon... voilà, pour ceux qui crient au wokisme, j'ai envie de dire bon, c'est une femme quand même qui porte les enfants, du coup, voilà. Donc non, je vois pas où est le problème par rapport à ça. Ensuite, sur la question de la diversité. J'ai entendu pas mal aussi de monde parler de le casting est divers, etc. Bon. Oui, qu'il y ait de la diversité. Déjà c'est chaud de tailler en disant bon, le casting est divers. Est trop divers, il y a trop de diversité dans le casting. Moi, je vais pas être comme, justement, je suis pas du tout en accord avec les communautaristes qui, en gros, eux, veulent se sentir représentés par des gens qui leur ressemblent. Moi, j'arrive très bien à m'identifier. Par exemple, un de mes personnages préférés de toute la saga Star Wars, et quand on jouait gamin, c'était Mace Windu. Je m'identifiais grave à lui avec son sabre violet, etc., etc. Donc, je ne rentre pas dans ce discours des communautaristes. Moi, ce n'est pas mon sujet. Donc, je ne vais pas aller compter le nombre de blancs, en l'occurrence, qu'il y a dans une série Star Wars. Je trouve que c'est pas mal fait. Je veux dire, il n'y a pas d'incohérence. Au contraire, on voit beaucoup de races différentes, d'aliens. Dans un univers tellement vaste, ça serait complètement idiot de se cantonner et se dire. Par contre, pour justement faire le contre-pied par rapport à ça, je trouve par contre que d'amener de la diversité, c'est-à-dire ne pas comprendre l'essence de Star Wars et par exemple le raisonnement par l'absurde de la représentation, etc., c'est que quand George Lucas fait un empire où l'empire est uniquement composé d'hommes blancs, ce n'est pas pour priver les autres personnes, au contraire c'est un discours critique, et donc derrière dans la postlogie de voir des femmes, des personnes noires, etc., et parfois même je sais pas si on voit un alien, si on voit pas un alien dans le premier ordre ou le dernier ordre dans l'épisode 9, je trouve que c'est ne pas comprendre justement le message et donc ça c'est du wokisme clairement très mal placé, qui est même pas intelligent. Gratos. Voilà, gratos. Et dans la postlogie, on peut en parler aussi de vouloir créer Captain Phasma parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu de rôle de femme forte dans Star Wars. C'est vrai qu'on a attendu Captain Phasma pour avoir les rôles de Padmé et Leia. C'est vrai qu'elles étaient pas fortes. Ou Mon Mothma. C'est vrai qu'elles n'avaient pas de pouvoir, elles étaient pas fortes. Bref, ça c'est du wokisme vraiment mal placé. Et donc, avant de vraiment parler de ce qui m'a dérangé, je fais un parallèle, c'est souvent ce que je fais sur le wokisme depuis le rachat de Disney. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de Andor, avec le couple Vel-Cinta, qui est donc un couple également homosexuel, de 2 femmes. Et de l'autre côté, la série Obi-Wan, avec le personnage de Reva, qui est donc une actrice noire. En l'occurrence, pour Vel et Cinta, dans Andor, mais personne,
quasi personne, franchement, j'ai très peu vu de commentaires sur le wokisme et l'arrivée d'un couple homosexuel, parce que la série était tellement de qualité que vraiment personne ne tapait là-dessus. Donc et pourtant on voyait peut-être un peu plus de scènes que entre la mère Coril et la mère Anicea, parce que vraiment il y a qu'une caresse sur la joue, ça dure 3 secondes et demie dans The Acolyte. Donc là d'un côté il y avait, pour moi le message est subtil, ils ont voulu montrer voilà un couple homosexuel, etc. Je vois pas véritablement où est le problème. On n'a pas besoin d'être un SJW pour accepter ça. Je veux dire, il n'y a pas de sujet, voilà. Et de l'autre côté, donc pour moi là, il n'y avait pas de sujet. De l'autre côté, on prend la série Obi-Wan. Et je suis persuadé que c'est comme ça que ça s'est passé. Pour la série Obi-Wan, ils se sont dit, bon, nos personnages principaux, c'est Obi-Wan Kenobi, un homme blanc, Anakin Skywalker, un homme blanc, Leia, une petite fille blanche, Luke Skywalker, Owen, Beru, etc. Éventuellement, il y a le Grand Inquisiteur. Voilà, c'était sûr que ça allait être un peu dans cette temporalité-là. Donc voilà. Donc ils se sont dit, avant même d'écrire le scénario, ils se sont dit de toute façon pour le casting, il va nous falloir de la diversité et il va nous falloir une femme noire. J'en suis persuadé que c'est comme ça que ça s'est décidé. Et donc du coup, là, c'est un wokisme imposé, du coup, qui s'impose à l'histoire, alors que qui ne sert à absolument aucun propos, qui est amené d'une manière mais tellement non subtile, parce que le personnage est écrit en plus avec les pieds, c'est-à-dire que tout le monde se fout de l'histoire de Reva. Malheureusement, je n'ai absolument rien contre l'actrice, je la trouve assez bonne, je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais d'avoir voulu justement mettre un personnage comme ça assez central à l'histoire, au final, on n'en avait franchement rien à foutre, et ça prenait un petit peu du temps d'écran à Obi-Wan et à Anakin. Alors donc on voulait que ça, et avec 6 épisodes en plus, on voulait que ça, quoi. Concentrez-vous sur les 2 personnages principaux, les protagonistes. Par contre, le reste, il n'y a pas le temps, quoi. Bien entendu. Pas le temps pour des histoires secondaires qui, en plus, effectivement, comme tu le dis, n'apportent rien à l'histoire du tout. Exactement. Donc là, pour moi, clairement, c'est du wokisme mal placé. Et donc, du coup, j'ai dit ce qui ne me dérangeait pas dans The Acolyte par rapport à ça et à l'idéologie. Par contre, il y a un point qui me dérange, qui arrive en fin de saison, c'est l'écriture qu'a voulu faire Leslie Headland des Jedi. Et là, est-ce que c'est conscient ou inconscient, étant donné l'idéologie un petit peu qu'elle va défendre, etc. Mais là, on a une déconstruction totale du mythe des Jedi. Et donc, on est toujours dans cette mouvance de vouloir déconstruire, démystifier l'image des Jedi, une image un peu de supériorité morale, de religion, d'un petit peu tout ça. Et là, personnellement, ça me dérange parce que sous couvert de progressisme et de mettre un petit peu de nuance dans un univers manichéen, on en vient à perdre totalement les repères du bien et du mal. C'est quand même sur ça que s'est construit l'univers Star Wars. Et donc du coup, là pour moi, il y a un vrai problème. Et ce problème vient de l'idéologie. Donc voilà ce que je pense. J'ai été un petit peu long sur l'explication, mais c'est un sujet tellement sensible où j'espère que ceux qui me regardent et qui nous regardent, vous pourrez m'argumenter ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. J'aurais pu très bien ne pas en parler. C'était à mon avis la facilité, mais ça a tellement pris de pas sur au final cette série que j'étais obligé quand même, j'allais pas botter en touche, et je voulais vous témoigner un petit peu mon avis là-dessus. Donc oui, il y a une petite part de wokisme effectivement qui se sent clairement, mais pas aux endroits les plus visibles au final. Le plus visible, c'était les jumelles et la mère Anicea. Pour moi, il y a vraiment pas de sujet de s'insurger là-dessus. Par contre, sur les Jedi, voilà, c'est un autre sujet. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est exactement ça. T'as été long, mais t'as bien expliqué. Donc je pense que je vais pas rajouter non plus 12 milliards de sujets, parce que je suis à peu près d'accord avec ton analyse. Oui, alors oui et non sur le fait que effectivement ça a un impact minime ou pas sur l'histoire. Effectivement, je trouve que typiquement tout ce qui est relatif à l'ordre Jedi et aux Jedi, ça c'est quand même un des fondamentaux de la série, parce que malheureusement, encore une fois, on va pas se répéter, mais on suit cette série du point de vue des Jedi tout du long, on les suit, etc. Et on nous a complètement cassé ce mythe religieux essentiel au wokisme, en fait, qui est un des piliers du wokisme. Concrètement, c'est de casser, tout ce qui est ordre, quelque chose de culturel, de cultuel, pardon, je veux dire, quelque chose qu'on n'est
pas censé bouger, qui est ancré dans le marque. Une tradition. Une tradition, voilà. Là, ils ont voulu vraiment désacraliser ça. Moi, en tant que fan, encore une fois, de la prélogie, où on est né avec ça, on a toujours été inspiré par les Jedi qui avaient ces figures morales, paternelles, mais plus, t'as raison, morales, vraiment d'éducation, où quand tu nais Jedi, vraiment, voilà, tu nais avec, tu grandis avec des principes, tu dois les respecter à la lettre et tu dois faire le bien, tu dois aider ton prochain, ce genre de choses. De prouver que personne n'est parfait et que tout le monde a ses petites culpabilité ou du moins ses petites faiblesses, moi ça je peux l'entendre. Oui. Il y a des choses qui peuvent être totalement entendables, mais là de revenir complètement sur les fondamentaux et les piliers de l'ordre Jedi, à savoir montrer que l'on ment, que l'on est capable de cacher des choses. Moi, c'est causé du possible. coup, tu penses, par l'idéologie woke. Et voilà. Ça, tu et penses pour revenir là-dessus, pour moi, c'est complètement animé par cette idéologie woke. Et je pense que c'est pas quelque chose d'inconscient. Je pense que véritablement, après ce n'est que mon avis, je pense qu'elle a voulu le mettre quand même au centre de la série. On l'a surtout ressenti, moi, je trouve, en fin de série. C'est pour ça que c'est important de revenir sur un point, les amis. Dire du mal de cette série, c'est assez facile, mais dire du mal par rapport au wokisme du début de série, ce que tu as évoqué par rapport aux mères, etc., qui ont élevé un enfant que elles ont eu de maman, elles n'ont pas eu de papa, etc., c'est un peu ridicule. La société, comme tu l'as dit, elle évolue. Il y a tellement de choses à reprocher à cette série. En plus, c'est pas le bon bout. Faut pas attaquer la série par ce bout-là. Donc, c'était pas le bon moyen de critiquer cette série. Très sincèrement, il y avait plein de choses à dire là-dessus. Par contre, le wokisme à la fin de l'épisode 8, mais là complètement, c'est là où vraiment on a eu l'apothéose sur les Jedi, enfin l'énorme mensonge de Vernestra. On va attendre de voir la réponse de Yoda, on va peut-être en reparler après, mais moi ça m'a tué en fin de saison en fait. Et malheureusement tout au long de la saison on s'est dit on va attendre de voir, est-ce que le wokisme va être poussé à outrance, est-ce que vraiment on va en reparler en fin de saison. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a des gens qui ont crié au wokisme à la première minute du premier épisode. Voilà. Donc ça, moi non, j'accepte pas, ça m'énerve ça. Attendons de voir, encore une fois, si c'est bien fait et c'est subtil, écoutez, même si ce message vous déplaît un petit peu, je veux dire, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, on est en démocratie aussi, il y a des gens qui pensent pas comme vous, qui pensent pas comme nous, et donc voilà. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi sur cette fin de saison, et pourtant c'est pas l'élément le plus apparent au final, c'est vraiment idéologique et philosophique le message qu'elle a voulu faire passer, et effectivement celui-là est plus dérangeant. Donc écoutez, on a essayé d'être le plus honnête possible. On est sur des sujets hyper touchy, donc à vous de nous dire en commentaire du coup ce que vous en pensez également. J'espère qu'on a heurté la sensibilité de personne parce que maintenant c'est un petit peu... On est constructif, je sais pas, mon Star Wars. Voilà, c'est un peu l'époque en ce moment, donc voilà, j'espère que on est suffisamment tous intelligents pour pouvoir se parler, échanger, et même si on n'est pas d'accord, c'est le but de Parlons Star Wars quand même. Et donc on va finir cette page avec et cette vidéo qui est déjà extrêmement longue. Tout à fait. Donc j'espère que, bravo, si vous êtes avec nous depuis le début déjà, félicitations. Et on finit rapidement avec la saison 2, une saison 2 de The Acolyte. Elliot, l'attends-tu pas, oui ou non, déjà? Je vais répondre oui. D'accord. Malgré tout ce qui a été dit sur cette dernière heure, ou un peu plus, messieurs, dames, derrière votre écran. Non, écoute, je l'attends oui, parce que je suis tellement un fan absolu, inconditionnel de Star Wars. On est tous des fans, hein. Si vous êtes là, c'est que voilà, il y a pas une personne qui est plus fan que l'autre, encore une fois, chacun son rythme de visionnage de Star Wars et de l'univers étendu, etc. Mais j'ai quand même grandi avec Star Wars. On a la chance depuis le rachat de Disney, même s'il y a eu du bon et du moins bon, d'avoir énormément de contenu Star Wars tous les mois ou presque. Enfin, du moins, on a plusieurs séries ou plusieurs animés tous les ans. Me dire qu'avec un matériau aussi magnifique qu'est le The Acolyte en termes de temporalité, en termes de découverte période. De période et de découverte de personnages, playlist, tous les fans l'attendent depuis une plombe. Et ils nous ont foutu 4 secondes maintenant, oui, mettez-nous une saison 2. Alors là, je l'ai critiqué en disant que c'était du teasing et que j'en avais absolument marre que les saisons 1 des séries Star Wars soient du teasing. Mais là, maintenant que les choses sont mises en place, j'ai quand même envie de savoir. Donc je vais leur donner du crédit, une fois de plus, certes, mais il y a tellement
tout n'est pas à jeter dans cette série. Il y a eu du mauvais, mais franchement, j'ai trop envie de savoir. Rien que pour savoir la réponse et de Yoda, quelle attitude il va avoir envers Vernestra. J'ose espérer qu'il va pas acquiescer tout ce qui a été produit. Est-ce que Vernestra va tout lui raconter? Ouais, c'est ça. Là, vu comment elle dit, enfin, on a l'impression quand même qu'elle va se livrer quand elle va la voir. Mais bon, j'attends de voir. En tout cas, si elle lui dit tout, eh ben, c'est de savoir si Yoda il va mentir aussi ou s'il va. Voilà, s'il s'engouffre là-dedans. Déjà vu la puissance de Yoda, je pense qu'il va déceler la moindre faille. C'est-à-dire que si elle ne lui dit pas tout, je pense qu'il va le cramer, à mon avis. Donc quoi qu'il en soit, Yoda va connaître la vérité. Après, quel destin il va décider pour l'ordre Jedi, je ne peux pas croire. Ou alors là vraiment il tue l'ordre, l'aura, etc. de l'ordre Jedi. Et là par contre en cours de saison, je suis capable de dire bon allez Clem, c'était sympa, merci bien. Star Wars c'est fini. Messieurs dames, ouais du moins The Acolyte, parce que Star Wars on va laisser des crédits, il reste plein de belles choses j'espère. Mais donc voilà, encore une fois pour revenir au sujet et à ta question principale, je désire, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas oui, je veux voir cette seconde saison parce qu'il y a encore de belles choses peut-être à nous proposer. Par contre, je l'attends pas comme un fou mental. Je suis beaucoup plus hype pour une saison 2 d'Andorre. Je suis beaucoup plus hype même pour le futur film avec Daisy Ridley, le Star Wars 10, même s'il s'appelle pas comme ça. Difficile de comparer, mais en tout cas j'ai quand même envie de la voir bien sûr, et je serai derrière l'écran le mercredi de la sortie, on va pas se mentir les amis là-dessus. Moi personnellement, s'ils annoncent une saison 2, je serai hypé, malgré toutes les critiques que j'ai dit. C'est-à-dire que normalement, justement, on va enfin rentrer dans le vif du sujet, avec du coup, on aura normalement des réponses sur, parce que là on a plein de choses en suspens. Kimir, est-ce que c'est un site ou autre? Ils nous ont laissé des indices sur l'ordre des Chevaliers de Rennes. Si on voit la naissance de l'ordre des Chevaliers de Rennes, quand même, ça pourrait être super sympa. Plagueis de creuser là-dessus, si jamais c'est lui qui a créé les jumelles, qui a créé une dyade en plus dans la Force, etc., etc. Ça pourrait être super intéressant de creuser là-dessus et sur son personnage. Peut-être même de voir Palpatine. Bah oui. Est-ce que c'est possible en termes de timing? Après, ils peuvent retcon le truc, c'est-à-dire qu'Iadi-Mundi c'était pareil au début, au niveau de l'âge c'était pas bon, et puis au final ils ont dit non, on bascule ça en canon, et au final c'est une espèce qui vit vieux. Bon, ça pourrait être pareil avec Palpatine. La différence que c'est un homme. Oui, mais avec la Force, la Force est tellement puissante en lui que tu vois, il pourrait. Enfin bref. Non, mais c'est des hypothèses, mais voilà. Le fait, il y a du coup une dualité également Vernestra Kimir, et qu'on ait le fin mot de l'histoire sur ce qui s'est véritablement passé entre Kimir et Vernestra. La personnalité de Vernestra, moi j'aimerais bien qu'elle devienne méchante. Enfin qu'on se rende compte au final, tu vois, que Yoda, du coup, justement, il la sanctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aimerais bien. Ouais, je vois. Mais ce serait fou quand même parce qu'on sent que Vernestra, c'est pas la nouvelle chevalière Jedi. Elle a déjà de l'expérience, elle a déjà de la bouteille. Si elle a atteint le seul perso en plus que tu as déjà dans les bouquins. En plus, donc c'est quand même, elle a une certaine forme de sagesse quand même en elle, et depuis bien longtemps. C'était comme ça qu'ils l'ont dépeinte. En plus, une figure un peu d'autorité pour les petits, pour les jeunes Jedi et tout. Donc c'est qu'elle a un attachement profond envers l'ordre dont elle fait partie. Je n'ose pas imaginer qu'elle va. Alors après, oui, tu peux avoir un amour inconditionnel pour quelque chose et justement être prêt à tout pour, c'est-à-dire mentir, trahir, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas. C'est pas des Jedi. Voilà, ça fonctionne pas. Bon, donc vous avez bien vu, on est chaud quand même pour une saison 2, en espérant qu'ils corrigent justement cette écriture des Jedi et qu'on retrouve des Jedi un peu plus traditionnels, qu'on a aimé dans la prélogie. Et écoutez, les amis, cette vidéo est suffisamment longue, je pense. On va s'arrêter là. Néanmoins, je voulais juste m'adresser à vous pour vous remercier de nous avoir suivis, de m'avoir suivi durant toute cette série de The Acolyte. Donc les anciens qui sont là depuis le tout début et également tous les nouveaux qui sont arrivés pendant le visionnage de The Acolyte dans les vidéos réactions et avis. N'hésitez pas surtout à nous dire en commentaire qu'on puisse en débattre ensemble de tout ce qu'on s'est dit sur tous les sujets, toutes les polémiques. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec nous, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'êtes pas, encore plus, n'hésitez pas
Le tout, c'est d'argumenter et pas s'insulter. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'on demande. Je voulais adresser un petit remerciement un petit peu aux fidèles, aux grands fidèles. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou à tous en vous citant notamment... Allez, balance les noms, vas-y, c'est parti. Je balance les pseudos. Attends, les pseudos. On va partir sur les pseudos. Donc on a bien sûr Anakin65 Windu, Betty Mez, qui sont vraiment les historiques, Farida, qui s'est rajouté aussi durant la série, Laurent Touraine, Monsieur Biboun, Aoshira, Anto the Phoenix, Mathéa, François van der Linden, Professeur Clonk, Alexandre Lepage, là il y a des sacrés pseudos, hein. Jem, Mike Eden, 76 Valenter et Joe Gecko. Les amis, j'aurais pu en citer beaucoup plus. Vraiment, j'ai adoré discuter avec vous. Et parmi tous les noms que j'ai cités, il y a des gens qui adorent la série, qui sont très favorables à la série, et c'est toujours super intéressant d'avoir, parce que la position difficile aujourd'hui, c'est de défendre la série. Ouais. Sincèrement, c'est pas de la critiquer. La critiquer, c'est facile. Au final, c'est pas parce que c'est... J'ai pas envie de prendre une position de principe en me disant c'est difficile donc je vais y aller, ou c'est facile, je vais m'engouffrer dedans. Non, on vous dira toujours ce qu'on pense honnêtement. Et en l'occurrence, donc bravo et merci à ceux qui défendent la série, ça fait toujours plaisir et du bien de pouvoir en débattre en commentaire, et également à ceux qui n'aiment pas la série, voire la détestent, mais qui argumentent, qui ne disent pas juste ouais c'est de la merde, etc. Voilà, qui argumentent toujours, et c'est toujours super intéressant. Vraiment, ceux qui argumentent, c'est toujours c'est assez précis et tout, donc je comprends les avis de chacun. Donc encore une fois les amis, restons courtois. Oui, j'ai envie de dire. Sûr. Restons dans la tradition de Jedi. J'ai bien dit la tradition de Jedi. Exactement. Voilà. De tolérance et d'amour. Et puis, les amis, n'oubliez pas une chose essentielle. Parlons Star Wars. Voilà. Les amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Un grand merci, bien sûr. Exactement. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.